Alors, Kiambote Kieno, bonjour à vous tous, bonsoir. Donc, on va commencer notre webinaire qui est dédié à la bataille de Mbwila et également sur la bataille de Mbandikasi. Et donc, avant de commencer, je vais faire une petite introduction. Tout d'abord, je vous remercie de participer à ce webinaire qui est organisé par l'association Kivuka Tuka Congo. Donc, moi, je suis Serena Mawete. Je suis secrétaire adjointe de l'association et donc je vais animer aujourd'hui ce webinaire en présence de Bruce Matesso, qui est notre intervenant du jour et qui est spécialiste du Royaume Congo et de l'histoire militaire africaine, mais il aura l'occasion de se présenter lui-même plus en détail. Et donc du coup, on a décidé de faire ce webinaire dédié à la bataille de Mbwila, le jour même où elle s'est déroulée, ce 29 octobre, plus précisément en 1665, puisque c'est une date importante pour nous, les Congos. C'est une date décisive, puisque c'est une date qui symbolise la bataille pour la souveraineté de nos nations africaines précoloniales, et ici le Royaume de Congo. Et donc c'est une guerre qui va opposer, comme vous le savez, le Royaume de Congo et le Royaume du Portugal. Et là va se jouer une question de souveraineté territoriale, mais également de souveraineté en matière de ressources naturelles, puisque c'est l'un des motifs qui va faire que cette guerre-là va éclater entre ces deux pays. Et donc pour nous, c'était une occasion de revenir sur ces événements-là, revenir sur le contexte, pouvoir vous expliquer comment on en est arrivé à cette bataille-là, quels en sont les enjeux et ensuite les conséquences, puisque on détermine que la bataille de Mbula est l'un des déclins du Royaume Congo. Mais Bruce viendra nous expliquer tout cela en détail. Donc voilà pour ce qui est de l'introduction. Alors, je vais laisser Bruce s'introduire, expliquer qui il est, et ensuite on rentrera plus en détail dans le sujet. Donc Bruce, je te laisse te présenter. Matondo Yaya Mawete Serena. Donc Kiamote Kieno. Je m'appelle donc Bruce Matesso. Petite présentation. Donc Congo. Donc Kumbwame Puta Bruce Matesso. C'est jamais Vulumuluvila qui Tumavemba. Gunjame Vulumuluvila Kikwemba. Idina Mono Imushikwemba. Mona Tumavemba. Teklon Sundi. Teklon Panzu. Teklolo Vitanimi. Baya Babuta Yeng. Je suis historien, donc je prépare actuellement du coup un doctorat d'histoire à l'université Paris-Potence-Sorbonne et j'enseigne dans le secondaire parallèlement à cette activité-là. Comme l'a dit Serena, cette date-là, du 29 octobre 1165, qui représente la bataille de Mbula, c'est une date importante pour le peuple Congo et plus globalement pour l'Afrique centrale, puisque c'est un peu un point culminant de l'affrontement entre les forces coloniales portugaises de Sao Paulo de Luanda, donc de l'Angola, et le Royaume Congo, qui était la principale puissance politique africaine de la région. Et la dette du Royaume Congo, qu'on va d'ailleurs relativiser et nuancer tout au long, va amorcer le déclin relatif de Congo Totila, l'affirmation de Saint-Paul de Luanda et l'affirmation aussi d'un autre entité africaine qu'on appelle l'Empire Lunda Tchokwe, mais également l'augmentation de la traite esclavagiste transatlantique. Donc c'est en cela que cette étape-là est un tournant majeur. Et pour les Congo, cela va opérer de nombreuses migrations internes à l'espace du Kin Totilaka Congo. Du coup, cette bataille-là, pour nous, c'est vraiment un point repère, une balise. Et cette bataille-là va provoquer aussi, là, on verra rapidement dans l'épilogue, mais la guerre civile Congo, d'où va émerger Mama Mafuta, et puis surtout Kimpa Vita, ou Yaya Kimpa Vita, ou Yaya Vita Kimpa, selon les différentes appellations, qui est la principale figure restauratrice de l'ordre Congo. Donc c'est une bataille du coup qui a aussi son importance, parce que jusqu'aux Amériques, les déportés Congo
à la suite de cette bataille-là, vont alimenter les quilombos au Brésil, vont alimenter aussi la colonie esclavagiste de Saint-Domingue, dont Haïti. Et à partir de cette bataille-là. Donc cette bataille-là a eu des implications non seulement pour Congo, mais en plus pour la région, et je dirais même en plus du coup pour ce qu'on appelle le monde atlantique. Donc le monde atlantique, ce sont toutes les sociétés qui sont connectées à travers l'océan Atlantique. Donc c'est bien entendu les sociétés africaines, les sociétés européennes et les sociétés américaines. Donc voilà pourquoi cette bataille-là est majeure à plusieurs titres. Et enfin, sur le plan purement militaire, la bataille de Mbila, c'est l'une des batailles de l'histoire africaine les plus importantes en termes d'hommes mobilisés, bien que les fourchettes soient très variables, mais on sait qu'on a minima plus de 50 000 hommes mobilisés, et bon, à maxima, on monte vers les 500 000. Donc c'est une bataille, vraiment, même en termes juste de nombre numériquement, sur le plan purement militaire, c'est une bataille qui vraiment illustre la manière dont on se battait en Afrique centrale occidentale lorsque des armées africaines avaient commencé à dompter les armes à feu, etc. Donc ça, c'est l'un des points sur lesquels on pourra revenir. Donc là, je m'ai fait un peu cette introduction. Je voulais montrer l'intérêt de parler de la bataille de Mbula. Donc on va parler maintenant concrètement, non seulement de la bataille de Mbula, mais de la bataille de Banakasi, puisque je rappelle que bien qu'aujourd'hui, c'est la date du 29 octobre 1665, c'est l'occasion en fait de parler de globalement la résistance donc, de Congo d'Antotila. Congo d'Antotila, donc c'est le nom du Grand Congo, au colonialisme portugais. Donc pour cela, il faut revenir un peu aux racines du colonialisme portugais. Alors, rapidement, tout le monde sait à peu près que Congo d'Antotila rentre en contact avec le Portugais. Les Portugais arrivent avec notamment Diego Cao en 1483 à l'embouchure donc, du fleuve Congo, dont le nom véritable est le fleuve Mwanza. Il arrive, il rentre en contact du coup rapidement avec ce qui constitue la province de Soyo, okay, donc gouvernée par le Moné Soyo. L'autre, donc voilà, ça c'est la date de la rencontre. Ensuite, il y a bien entendu le baptême de Nzingaku le 3 mai 1491, qui sera suivi du baptême de son fils Nziga Vemba, qui sera baptisé sous le nom d'Alfonso Ier. Et puis ensuite, baptême aussi d'une de ses femmes, donc sous le nom de Eleonore. Et le non-baptême, le refus de se cristalliser pour Panzo Nzinga Kitama, et qui va donner du coup la première, je dirais, guerre civile Congo, et qui découle déjà de l'arrivée des Portugais, qui n'étaient pas en nombre numérique suffisant pour peser, mais leur influence en apportant le christianisme, en prétendant du coup apporter, comment dirais-je, la religion, la vraie religion, etc., va créer la division entre du coup Alfonso Ier Nzinga Vemba et son frère Panzo Nzinga Kitama. Donc la guerre civile qui se situerait du coup à la mort de Nzinga Kourou, parce que Nzinga Kourou qui serait mort du coup en 1509. Donc là, on n'est pas sûr, entre 1506 et 1509. Nzinga Kourou qui s'était baptisé sous le nom de Joao Ier, mais qui a apostasié en fait assez rapidement le christianisme. Donc il est converti, je rappelle, le 3 mai 1491, Nzinga Kourou. Il apostasie très rapidement. Et on sait qu'entre 1491 et 1496, c'est là que se situe l'apostasie. Parce qu'en 1496, en fait, il expulse les missionnaires, sûrement dominicains et franciscains, qui étaient présents. Il les expulse de Banza Congo, sauf que son fils, Alfonso, lui, est resté catholique, donc sous le nom pourtant de Don Alfonso, les accueille à Banzansunji. Voilà. C'est là le ferment déjà de la division de l'influence déjà portugaise. Mais là, il est encore trop tôt pour parler de colonialisme, puisqu'à ce moment-là, les Portugais ne sont tout simplement pas en nombre suffisant pour prétendre s'emparer d'un territoire. Mais il y a déjà la graine de la division. Je voudrais juste t'arrêter par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on peut dire que les relations
entre le royaume du Portugal et le royaume du Congo ont plutôt bien commencé parce que, elles étaient juste basées, sur, on va dire des relations commerciales et basées sur, la conversion de la religion chrétienne? Ou alors, comme tu le dis, les graines de la division étaient déjà là? Il y avait déjà des intentions de conquête, manifestées par, les Portugais? Il y a dès le début des intentions de conquête, mais c'est pas les Portugais, parce que les Portugais sont dans cet état d'esprit-là. On est, pour ce qui est de la péninsule ibérique, donc l'Espagne, le Portugal, ils sont déjà guidés par l'esprit de la Reconquista. Donc déjà, ils ont reconquis ou conquis la péninsule ibérique qu'ils ont arrachée aux différents émirats. Et donc, ils sont dans une idée déjà d'évangéliser le reste de la terre entière. Ok. Donc déjà, tout le 15e siècle, ils sont animés par cela, les Portugais. Le but, c'est pas juste de chercher les épices ou les tissus pour les produits commerciaux en Asie, c'est de prendre à revers les puissances musulmanes d'Afrique du Nord et du Proche et Moyen-Orient. C'est ça OK. le but des navigateurs portugais. Donc, ils sont dans l'esprit de conquête. Sauf qu'ils arrivent au royaume du Congo, en fait, ils constatent aussi que Congo Totila est un État qui est trop puissant pour être asservi. C'est la puissance de Congo Totila qui va pousser les Portugais à être amicaux. À l'inverse, lorsque les Portugais prennent connaissance, par exemple, de l'état de Dongo, des Bundu, donc l'état de Dongo euh, avec comme capitale Kabasa, d'où va sortir Anandjinga plus tard, les Portugais vont rentrer en contact avec Dongo, qui à ce moment-là fait partie de Congo Totila. Ils rentrent en contact, Bundu, je crois, en 1518. Mais là, ils voient bien que c'est un État déjà qui est rattaché à un État plus puissant, Congo Totila, qui est à cheval entre province, État, donc un statut un peu particulier. Et ils voient bien que c'est un État, par contre, qui est beaucoup plus faible que Congo Totila. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les Portugais vont commencer à vouloir coloniser ce territoire-là. Donc, ce qui fait que le fait de parler d'égal à égal avec Congo Totila, c'est même pas le fait qu'il y a des conversions catholiques, c'est d'abord la puissance. C'est la puissance étatique de Congo Totila, basée par son organisation, ses institutions, et bien entendu le nombre démographique qui fait que les Portugais ne vont jamais être en mesure de dominer totalement Congo Totila, de toute l'histoire d'ailleurs. Donc ça veut dire que, au tout début, le royaume, du Congo parlait d'égal à égal avec le Portugal? Oui, grâce à sa puissance. Ensuite, la conversion du roi qui permet d'avoir une diplomatie, parce que le royaume du Portugal aussi, le fait d'avoir un royaume africain qui se prétend converti au catholicisme, ça renforce la position du Portugal en Europe aussi. Voilà. Parce que le royaume du Portugal, c'est un petit royaume en Europe. Les grandes puissances catholiques, c'est la France. Parce que la France est un État déjà centralisé avec du monde. La démographie, ça compte quand vous avez une population qui est fortement unie. Le royaume de France a ça. Le royaume du Portugal n'a pas ça. Par contre, si dans les pays catholiques, bah, à ce moment-là, ils sont encore tous catholiques, puisque Martin Luther, c'est 1520. Dans les pays donc européens de l'Ouest, le Portugal peut se targuer d'avoir converti un pays lointain africain au catholicisme. Ça permet de rehausser son prestige en fait et de le placer sur la carte de l'Europe. Voilà. Donc c'est un peu, ça arrange les deux parties en fait. Pour une partie des élites Congo, parce qu'il faut bien faire la différence, parce que dès le début, les élites Congo ne sont pas tous pour la conversion, puisque Alfonso et quelques fidèles à lui sont catholiques, mais la grande majorité des élites Congo ne se sont pas convertis, notamment guidés par son frère. Donc voilà, ça c'est le premier point. C'est-à-dire que la présence portugaise, au début, n'a pas en fait les moyens d'une politique coloniale, tout simplement. Ils n'en ont pas les moyens au début. Cela va arriver de manière insidieuse avec le contact avec Dongo en 1518, comme je l'ai dit, où là, en fait, ils prennent connaissance d'un État qui est aux marges du Kintotiaka Congo, mais qui fait partie du Kintotiaka Congo, et qui est beaucoup plus faible démographiquement, etc. Voilà. Et là, les Portugais vont commencer à projeter d'avoir une emprise territoriale. Non, parce qu'aussi, les Portugais s'insèrent dans les réseaux commerciaux aussi, Congo et africain, mais global. Les Portugais ont toujours fait ça, c'est ce qui fait leur force. Contrairement, par exemple, Quand tu dis qu'ils s'insèrent, économiquement, enfin de manière commerciale,
C'est-à-dire qu'ils vont installer des comptoirs, au niveau, de la côte ou Pas même à encore, l'intérieur? OK, pas encore. En fait, justement, le comptoir qu'ils vont créer, c'est Sao Paulo de Luanda. OK. Sao Paulo de Luanda, qui est créé en 1575. À côté de Luanda, qui existait déjà, qui était une localité Congo. Ça, il faut bien le répéter. Il y a Luanda, la localité Congo, et Sao Paulo de Luanda, donc Sao Paulo de Luanda, qui est la colonie portugaise. Et ça, c'est 1575. Non, quand je dis que les Portugais s'insèrent dans les réseaux commerciaux, en fait, ils créent, entre guillemets, ils ont un quartier, par exemple, à Banza Congo, où ils vivent. En fait. Il y a les prêtres, il y a les marchands. Et les Portugais sont sur les routes. En fait, les Portugais s'insèrent vraiment dans le tissu socio-économique. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est pour ça qu'ils se métissent très vite, en fait. Ils prennent des femmes, etc., pour s'insérer. Ça, c'est la méthode portugaise partout où ils sont. En Afrique, en Asie aussi. Même en Inde, c'est pareil. C'est la manière qu'ils ont pour s'insérer dans les sociétés, dans les tissus. Et par exemple, c'est quelque chose que les Hollandais ne font jamais. OK. Y compris quand ils seront en Angola, on le verra un peu plus tard, et au Congo au XXe siècle, y compris en Afrique du Sud. C'est pas pour rien que ça a donné les bourgs qui refusent de se métisser. C'est pas pour rien. Donc, les Portugais, par contre, non. Ce qui leur permet aussi de pallier leur faiblesse démographique par le métissage et puis par les alliances que créent les mariages aussi. Voilà. Et c'est tout ça, en fait, qui commence dans la première partie du XVIe siècle. Donc, on va dire les années 1500, 1510, 1520, 1530, où ils s'insèrent petit à petit, petit à petit, petit à petit. Mais on ne peut pas parler de colonisation parce qu'ils n'en ont pas la capacité par rapport au Congo. Voilà. Mais grâce à l'influence qu'ils ont, en fait, le fait d'avoir imposé le catholicisme comme religion d'État, donc religion du pouvoir, parce que ça leur permet d'avoir une influence auprès des élites royales Congo. Parce que comment les Congos vont comprendre le catholicisme, ils vont comprendre comme une quiché à Louyalou. Donc, un rituel de pouvoir, notamment via l'eau du baptême. Donc, les Portugais ont joué en fait sur les accointances entre la cosmogonie Congo, où l'eau a un rôle de médiation avec le monde spirituel, avec les forces spirituelles, et avec le fait que les Portugais ont aussi une prospérité matérielle que n'ont pas les Congos. Pas dans le sens que les Congos manquent de quoi que ce soit, mais les Portugais ont des armes que les Congos n'ont pas, et ont surtout des bateaux que les Congos n'ont pas. Les Congos avaient des pirogues monoxyles assez grandes qui pouvaient faire du commerce pour caboter, mais ils n'avaient pas des navires. Et les Portugais amenaient des produits aussi venant d'Europe et d'Asie, des produits qu'on ne trouvait pas à ce moment-là au Congo. Donc ça crée du coup comment dire, un effet de rareté qui les rend désirables, etc. Donc ça veut dire les Congos avaient déjà, saisi l'importance, du transfert de technologie Très vite, pour, très très OK. vite. Même Alfonso Ier Zingavemba, qu'on blâme parfois à tort et à raison pour sa naïveté, il a tout de suite voulu acquérir les moyens de sa technologie. C'est-à-dire que les Congos, comme dans notre conception épistémologique, voilà, Nsakumpa, Nzonzinga, etc., on ne sépare pas la science et la conscience. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas le christianisme du savoir technique. Donc, Alfonso, quand il demande à ce qu'on envoie des prêtres, il ne demande pas à ce qu'on envoie que des prêtres. Il demande des prêtres, il demande des techniciens, il demande des charpentiers. En fait, lui, il veut acquérir sa flotte. Et ça, parce qu'il pense sincèrement que les deux sont nécessaires. Parce que Alfonso reste un bon Mukongo. Donc, un bon Mukongo, pour lui, la science, la conscience, c'est lié. Donc, on crée le christianisme, on prend, c'est un truc en plus, mais on veut aussi le savoir technique. Les Portugais ne sont pas bêtes, ils ne vont pas le donner. D'ailleurs, il y aura des conseillers du Portugais qui vont dire au roi de l'époque, je crois que c'est Manuel, qu'il faut absolument envoyer aucun technicien parce que sinon, le roi du Congo va devenir indépendant du Portugal. Parce que le Portugal aussi se fait l'intermédiaire entre le Congo et l'extérieur. Voilà, pendant très longtemps. Donc l'un des combats des rois Congo catholiques, ça va être notamment d'avoir un évêché propre pour pouvoir être totalement indépendant Du Vatican. du Vatican, surtout du Portugal. Surtout du Portugal. Parce que le but, c'était vraiment l'accès à la technologie. Alors, je continue. Oui, on peut reprendre, la frise pour arriver Voilà. au contexte. Alors, du coup, le règne d'Alfonso, donc, qui est très long, 1509-1544. Donc, à ce moment-là, les Portugais sont très présents. Et par contre, ils essayent vraiment d'influencer au maximum. Et
on tend vers une présence coloniale, mais on n'y est pas encore. Quand on dit on tend, pourquoi? Parce qu'ils ont quand même des prérogatives via la religion catholique, et qu'il y a même eu un attentat contre Alfonso, en fait, premier Zingabemba, vers la fin de sa vie, parce que vu qu'on commençait à faire l'esclavage et que les Portugais s'y adonnaient, ben Alfonso il a commencé à protester. Donc, c'est les fameuses lettres de protestation qu'on en a retrouvées, notamment une en 1526 où il proteste justement contre l'esclavage. D'ailleurs, sur 1526 aussi, il y a des pirates français qui arrivent. Donc, c'est la présence française du coup en Afrique centrale daterait de cette époque-là, puisqu'Alfonso est tombé sur des pirates français qui voulaient commercer, enfin commercer plutôt la traite, hein, voilà, la traite, et il les a capturés, il les a renvoyés. Puisqu'à ce moment-là, on est dans le droit du patroado. Donc, le droit du patroado, c'est un régime juridique accordé à l'Église catholique à l'Espagne et au Portugal. En gros, qu'ils ont le monopole de naviguer sur les mers avec une ligne. Voilà, la traite d'Antillas, donc c'est 1494, sur le pacte fait par le pape Alexandre VI, donc le pape Borgia. Donc, en vertu de cette loi-là, il n'y a que les Portugais et les Espagnols qui peuvent naviguer. Au nord de cette ligne, c'est les Espagnols. Au sud, c'est les Portugais. Voilà pourquoi le Brésil a été accordé, par exemple, au Portugal, parce que le Brésil était en dessous de cette ligne-là. Cette ligne-là qui a, je crois, 300 km au-dessus ou en dessous du Cap-Vert. Voilà. Donc le règne d'Alfonso. Ensuite, ce qui se passe après le règne d'Alfonso, le règne d'Alfonso a été un règne qui a divisé et qui a, pour faire vite parce que c'est pas tout à fait le sujet, mais qui a créé notamment à l'est du royaume Congo, donc la partie Congo de Laza, donc la province de Mpangu, la province de Mbata, donc chez les actuels Bantandu, Bampangu, Bambata, Bazombo, ce qu'on appelle aussi les Yaka. Donc vers le Kwango et au-delà du Kwango. Cette région-là, c'était la région qui de base était plutôt fidèle à Panzo Nziga Kitama, donc le frère d'Alfonso, que Panzo Nziga Kitama, il était Mwene Mpangu, quand Alfonso était Mwene Nsundi. Et quand il est mort, ça n'a pas empêché les fidèles de Mpanzo Nziga Kitama de continuer leur rébellion contre Alfonso. Ce qui fait qu'Alfonso a mené en fait presque 10 ans de reconquête de cette région-là qui était sous rébellion. Donc, Oui, parce qu'il me semble que les Congos, on va dire orientaux, étaient contre la décision de conversion par rapport à tout le reste du royaume et que c'est par rapport à ça qu'il y aurait eu une rébellion du côté de ces Mouénés-là. Alors, l'ensemble du royaume était. Alors, il y a une partie, la partie centrale donc, de Mpembakashi et la province de Sundi qui était plutôt pro-Alfonso. Okay. Il y a la partie de Mpangu, de Mbata, et encore pas tout Mbata, parce qu'il y avait une partie de Mbata qui était aussi pro-Alfonso, mais que ça, donc cette partie orientale était pro-Panzo Nziga Kitama. Et au final, Soyo, au début, était neutre, et ensuite a basculé du côté d'Alfonso. Ok. Voilà. Donc voilà un peu de manière schématique. Alors l'important c'est que ça comment dire, ça a créé un climat de rébellion perpétuelle contre le pouvoir central de Banza Congo. Ça a créé du coup une insécurité générique et c'est pour ça que l'insécurité, la sécurité, la rébellion d'après qu'on va appeler l'invasion des Jaga va venir de ce côté-là en fait, parce que vous avez des gens qui ont pris l'habitude en fait de se rebeller contre le pouvoir central de Banza Congo. Et après, les intérêts particuliers il y a d'autres intérêts particuliers dynastiques qui naissent après justement la mort d'Alfonso, notamment entre son petit-fils, donc Diogo Ier Nkumbi-Apundi, et son oncle, donc qui vont se battre pour le pouvoir, et eux vont avoir des fiefs, dont parmi les rebelles. Et de plus en plus de lignages Congo et non-Congo vont participer à ces guerres-là. Premièrement, d'ailleurs, depuis Alfonso, il y a des lignages Téké qui s'étaient déjà battus pour Alfonso, les Téké qui étaient convertis au christianisme, qui se sont battus avec Alfonso contre Panzo Nziga Kitama. Du côté du Kwango, donc vous avez des lignages dits Yaka, aussi Basuku, donc, qui se sont battus dans la guerre menée entre Diogo Ier, donc Kubi-Apundi, et son oncle. Et ça, on est dans les années 1550. Et vous avez le grand événement, donc 1568, vous avez du coup l'invasion des 10 Jaga, donc un mixte de rébellion, d'ancienne rébellion Congo, de migrants, de lignages migrants qui viennent de l'empire Lunda,
qui en fait ont traversé la région entre le Kassai et le Kwango et attirés par les biens en fait il y a des nouveaux biens qui circulent sur les réseaux commerciaux issus de la traite qui sont attirés par ça, qui vont s'amalgamer entre les rebelles Congo, les rebelles Bundu, et ça va donner ce qu'on appelle les Jaga, les Mangala, qui vont créer des nouveaux rites aussi militaires, etc. Très violents, très sanguinaires, etc. Qui vont du coup ravager Congo Totila. Mais une question qu'on se pose pas assez, c'est comment cette rébellion a pu fonctionner, mais parce que le Ntotila qui était à ce moment-là, il y en a eu plusieurs qui sont morts, n'était pas considéré comme légitime. Donc c'est-à-dire que tout le monde ne s'est pas levé pour le défendre, parce que tout le monde ne se sentait pas concerné. C'est là le noyau la graine en fait de la division, c'est que vous avez désormais un Ntotila dont la légitimité sera toujours questionnée parce que C'était Alvar Ier. c'est lui qui va venir après. D'accord. Mais il y en a eu plusieurs qui sont tués, hein, parce que là, il y a au moins 2-3 Totlaks qui meurent pendant les batailles, ce qui était sans précédent aussi. Pendant les batailles, parce que ces guerres-là commencent en 1560, en vrai. Mais c'est en 1568 qu'il y a le point culminant avec le fait que Banza Congo, donc la capitale, soit même envahie. Et là, les Portugais, donc commence la règle colonialiste, parce que les Portugais sont présents. Les Portugais sont présents et sont actifs notamment donc, dans l'État de Dongo, qui a un pied dedans, un pied dehors de Congo Totila. Quand je dis un pied dedans, je rappelle, l'État de Dongo, donc c'est la région aux abords de Luanda, dans la vallée du fleuve Kwanza. Voilà, l'État de Dongo, c'est là avec la capitale Kabasa. Son souverain, c'est le Ngola. Bon, le Ngola, dynastiquement, la tête ancestrale, c'est Ngola Inine. On sait que c'est un forgeron qui vient de Congo. Donc, sûrement une astrologie Congo de lignage Banzo. Donc, il paie un tribut à Banza Congo. Donc, c'est quelqu'un qui fait partie quand même de Congo d'Antotila. Mais quand les Portugais arrivent, en 1520, il veut aussi avoir son indépendance et son autonomie. Donc, les Portugais vont jouer de ça. Sauf que quand les Portugais voient son territoire, qu'il est pas très loin aussi de Luanda, où on produit, on récolte plutôt les nzimbu, qui sont des coquillages qui servent de monnaie, donc un endroit stratégique pour l'économie de la région. Et ben les Portugais vont se dire, on a un lieu stratégique pour l'économie régionale et on a un État qui est faible. Faible, pas dans le sens où c'est un État faible de manière intrinsèque. En comparaison à Congo Totila, il est faible. En fait. C'est-à-dire que c'est un État qui est prenable. C'est plutôt dans ce sens-là. Tandis que le Congo n'était pas prenable. Trop grand, trop puissant, trop de monde. Donc, gros, c'est plus à échelle humaine pour les Portugais. Il faut rappeler que les Portugais, à ce moment-là, ils sont que 2 millions. Ils ne sont pas beaucoup. Enfin, relativement pas beaucoup. Parce qu'au Royaume du Congo, on est aussi à peu près 2 millions d'habitants. Ce qui est énorme pour l'époque. Donc, voilà. Alors, pourquoi c'est important l'invasion des Jagas? Parce que les rois du Congo, donc les Ntotila, vont prendre une décision fatale, c'est de faire appel aux Portugais pour se défendre contre les rebelles. C'est ça en fait. Parce que les Portugais sont aussi du côté de certains rebelles. Parce que ces rebelles-là, il y en a qui sont en réalité des mercenaires. Donc là, il y a plusieurs thèses ensuite des historiens, que certains disent que c'était un plan concocté par les Portugais pour affaiblir le royaume du Congo. Moi, je pense que c'est tout. Qu'il y a différents agendas. Parce que les Jaga Imbangala, eux, ils n'avaient qu'un désir de conquête et de rapine pour avoir les biens. Et Donc ça veut dire c'était des mercenaires qui étaient indépendants, qui choisissaient eux-mêmes de se mettre sous l'intérêt des personnes pour lesquelles elles commettaient oui. Ok. Des Oui. soulèvements. Okay. Sachant que de base, c'était vraiment parce que c'est une nouvelle société hein, qui est née pour, comment dirais-je, acquérir des biens matériels et qui vivait par la guerre et pour la guerre. Voilà. Avec des rites qu'on appelle les Idjila. Idjila ou Kibundu, c'est les interdits.
Donc, il y avait déjà des Idjila qui existaient, mais là, ils ont créé des nouveaux rites. Okay, donc, l'une des figures très importantes, c'est Chinguri, qui est un Lunda, en fait, qui est un Yaka Lunda, en fait. C'est une des figures fondatrices de ces 10 Jagas. C'est l'un des premiers, donc qu'on appelle Jaga. Ce qui est important, c'est que l'intervention du coup des Portugais qui vont envoyer une force. Donc cette force-là, elle va être dirigée par le capitaine du coup Francisco Gouveia de Sotomayor, qui est un capitaine qui a déjà fait des guerres en Inde. Et surtout sur la côte Swahili. Parce qu'au même moment, sur la côte Swahili, donc au même moment, donc dans les années 1550-1160, les Portugais sont présents sur la côte Swahili, où ils ont commencé aussi à dominer les cités-États Swahili en se basant sur aussi leur division politique. Parce que vous savez, chaque cité-État Swahili, par exemple, Mombasa, au Kenya, c'est une cité-État Swahili, ils sont indépendants. Par exemple, Kilwa, c'est une cité-État Swahili, c'est indépendant. Par contre, vous avez par exemple Sofala au Mozambique, qui est une cité-État Swahili, qui dépend de Kilwa. Et du coup, quand les Portugais arrivent, eh ben, les gens de Sofala veulent utiliser les Portugais pour devenir indépendants de Kilwa. Donc les Portugais, en fait, partout où ils arrivent, ils apprennent de la situation géopolitique et sociale et ils se basent sur les failles et sur les divisions des uns contre les autres pour ensuite s'imposer. Sauf que les Africains ne le voient pas comme ça. C'est un danger qui est nouveau. Donc du coup, ils n'ont pas conscience que les gens qui sont là ne sont pas juste là pour avoir une place dans le réseau commercial. Non, ils sont là pour s'installer et rester. Donc ça, on n'avait pas cette vision stratégique-là parce que c'était sans précédent. C'était sans précédent. C'est un monde nouveau qui émerge. Voilà. C'est un monde nouveau qui émerge. Donc l'intervention militaire de ce gouverneur, ce capitaine-gouverneur-là, donc il intervient contre du coup les Jagas en faveur du roi Congo. Il gagne et en remerciement de ce roi lui donne un territoire. C'est comme ça que va être fondé Sao Paulo de Luanda. Donc en 1575. 1575. 1500. 1575. 1575. Et là, on peut dire que c'est le début du colonialisme portugais. Donc ça veut dire à partir de 1575, on Voilà. peut parler de colonialisme Voilà. portugais. Parce Ok. qu'ils ont un territoire. Il y a une sorte de transfert de légitimité, en fait, si on peut l'appeler comme tel. En Dans partie, le sens où le roi oui. donne à un étranger la possibilité d'accéder à la terre. Oui. Après, pour lui, la terre qu'il donne, certes, c'est proche de Luanda, mais pour lui, c'est loin de Banza Congo. Luanda, c'est vrai que stratégiquement, c'est important, mais le cœur politique et sacré, c'est Banza Congo. Le deuxième cœur politique et sacré, à la limite, c'est Soyo. Soyo est un des cœurs sacrés politiques importants de Congo d'Antotila. Mais sinon, à part Banza Congo. Donc pour lui, c'est accessoire. Voilà. Sauf que, il donne le territoire qui est à Paulo Dias de Novaes. Paulo Dias de Novaes, qui est le petit-fils de Bartolomeu de Dias de Novaes, qui est un explorateur et colon portugais. Donc c'est lui qui a notamment fait, comment ça s'appelle, qui a dépassé le cap de Bonne-Espérance. Donc son petit-fils, Paulo Dias de Novaes, lui, ça fait presque une vingtaine d'années qu'il recherche un débouché territorial pour le Portugal et pour son compte à lui. C'est un colon. Donc, un colon, il faut toujours savoir qu'il a un intérêt privé d'abord. C'est un agenda personnel qui veut faire matcher avec un intérêt public étatique. La colonisation, ça a toujours été ça. Toujours. C'est des logiques qu'on retrouve aussi au 19e, 20e siècle. Le modèle le plus, je dirais, emblématique, c'est par exemple Cecil Rhodes, qui d'abord se bat pour lui, pour son argent, pour ses intérêts capitalistes, et qui va créer, qu'on appelle après la Rhodésie du Nord, la Rhodésie du Sud, donc Zambie, Zimbabwe. Voilà. Paulo Dias de Novaes, bon, c'est pas Cecil Rhodes, mais c'est le même état d'esprit. Et lui, il était déjà allé dans le royaume de Dongo dans les années 1550. Il avait déjà prospecté. Sauf que l'Angola de l'époque l'avait envoyé bouler, envoyé valser. Okay, parce qu'il était méfiant. Donc là, il revient
dans un territoire à côté du Angola. Et très rapidement, en fait, il fait une guerre de conquête pour le Dias de Novas contre Dongo. C'est pour ça que la colonie portugaise va prendre très vite le nom de Angola, parce que l'Angola, c'est le nom du souverain de Dongo. Et cette conquête-là commence, du coup, un an après. Donc en 1576, il y a déjà des premières attaques, etc. Au début, Congo Ntutila voit ça de loin parce que c'est assez marge. Voilà. Il dit que bon, en gros, c'est comme s'il voit 2-3 chefs qui se font tabasser par les Portugais. Bon, lui, ça ne gêne pas plus que ça. En plus, le Ngola, tantôt, il fait le rebelle, tantôt, voilà. Donc, pour lui, il dit que c'est un peu son problème. Ah, sauf qu'à un moment, quand le Portugais soumet 2-3 Soba, les Soba, c'est des chefs en Kibundu. Et après, dans la terminologie coloniale portugaise, Soba, ça va désigner tout chef africain au 19e, au 20e siècle. Voilà, Soba. Quand on soumet un ou deux, ça va. Mais en 77, je crois, ils ont soumis 70 Soba. En même pas 2 ans. Donc là, ça devient un élément important. Et donc, le Ntotila de l'époque, il y aura un tournant majeur. Il va commencer à soutenir le Angola militairement contre les Portugais. Donc la date, c'est en 1589. Et c'est la première fois, du coup, qu'il y a un affrontement direct entre Congo de Ntotila et le Portugal. Donc en 1589. Donc le Ntotila, c'est Alvarez II, Nimampanzu. Donc Alvarez II, Nimampanzu soutient militairement le Angola contre Sampo de Luanda en 1589. Donc là, on rentre dans la confrontation directe entre le Congo et le Portugal, qui avait toujours été évitée par les deux, parce que les deux n'avaient pas intérêt jusqu'à présent à une confrontation directe, bien que même Alfonso était conscient que les Portugais jouaient un double jeu. Mais il se disait que c'était le prix à payer pour avoir l'ouverture au monde et qu'ils vont ensuite damer le pion aux Portugais. Sauf que Alfonso ne l'a pas fait. Et les autres aussi n'avaient pas les moyens politiques. Les moyens politiques, c'est-à-dire juste avoir d'autres interlocuteurs européens. Les Portugais ont tout fait pour qu'ils n'aient pas d'autres interlocuteurs européens. Voilà. Et même plus tard africains, mais ça, on le verra. Donc ça, c'est pour les origines du colonialisme. Voilà. Ça représente quoi en termes d'hommes, tous ces conflits? Là, alors en termes d'hommes, on est dans des milliers, mais là, on n'est pas... Il y a trop de petits conflits. C'est vraiment une addition de petites escarmouches. Alors si on terme de la bataille classique de cette seconde moitié du XVIe siècle, on est dans des affrontements qui concernent à chaque fois quelques centaines d'hommes. Voilà. Sachant qu'on n'est pas, en termes d'affrontement, le différentiel technologique entre les troupes, là, c'est pas le 19e siècle. Au 19e siècle, les affrontements coloniaux, parfois, on est 900, ils sont 50 et on perd. Ça, c'est la conquête coloniale du 19e siècle. Là, non, parce que les armes à feu deuxième partie du XVIe siècle, on est encore dans les arquebuses, on n'est pas encore, on est dans les fusils à mousquet, mais on n'est pas encore dans les fusils à pierre à platine de silex. Donc on est dans des armes à feu qui tuent, etc., mais qui sont assez longues à charger. On est encore dans une poudre noire. Les Portugais savent s'adapter, mais la poudre noire, ça prend rapidement l'humidité. Donc il y a beaucoup de ratés, etc. Donc c'est pas le différentiel technologique, c'est pas vraiment ce qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est la stratégie globale, donc c'est-à-dire la vision. On fait la guerre, pourquoi? Pour quel but? Et la violence. La guerre, c'est quand même un acte de... Quand vous faites, c'est un acte politique, mais lorsqu'on fait la guerre avec une volonté de détruire l'ennemi, de l'anéantir, donc des guerres d'anéantissement, eh ben vous gagnez. C'est pas dans la conception Congo, c'est pas dans la conception africaine de faire des guerres d'anéantissement la majeure partie du temps, parce que vous avez des exceptions comme le Chakazo, etc. Mais les Congos font la guerre pour soumettre l'ennemi et pour faire une concorde derrière. Les Portugais font la guerre pour l'anéantissement, l'asservissement ou l'anéantissement, de manière systématique. Donc, c'est cette violence-là qui va permettre aux Portugais de gagner parfois en infériorité numérique. C'est important et c'est quelque chose qu'on ne voit pas juste en Afrique, c'est quelque chose aussi qu'on voit en Inde. Parce que les Portugais aussi, comment ils ont réussi à s'imposer en Inde contre les sultanats mongols, etc.
par la violence. La violence des Portugais a choqué les Africains et avait choqué aussi les Indiens au XVIe siècle. Après, c'est d'autres Européens qui vont prendre le relais pour l'Inde. Donc voilà, Et donc, pour cette première du coup, partie. j'aimerais savoir comment, de cette première bataille donc, entre le Royaume de Congo et le Royaume du Portugal en 1589, on va arriver à la bataille décisive de Bandikassi, Banakassi. qui va arriver vers les années 1620. Voilà. Alors, cette bataille-là, ce qui va se passer déjà, il y a un changement de, comment dirais-je, de mindset, pour dire les mots actuels, pour les rois Congo, puisque en fait là, ils commencent à considérer les Portugais comme des ennemis. Donc déjà c'est différent quand tu considères l'autre puissance comme un modèle ou quelqu'un que tu peux t'inspirer technologiquement que comme un ennemi. Donc ce qui est bien avec Alvaredo Nima Mpanzu, c'est qu'il a considéré les Portugais comme un ennemi. Donc sa première politique déjà, c'est il va essayer de passer par le Vatican et les autres pays européens pour au moins arrêter les Portugais. Parce qu'il y a aussi la mentalité coloniale, c'est qu'il y a toujours une différence entre les colons qui sont sur place et la métropole. C'est-à-dire que les Portugais sont au Portugal, y compris le roi du Portugal, il n'est pas aussi belliciste que le gouverneur de Luanda. Il y a toujours une différence. Les colons portugais qui vont ensuite, rapidement, il y a les créoles, ils sont beaucoup plus vindicatifs que les Portugais du Portugal. Parce que les colons portugais, ils ont un intérêt matériel à asservir les Congos, les Africains de manière globale. Donc, du coup, il faut avoir toute une diplomatie et toute une politique stratégique pour répondre à cela. C'est pour cela qu'il va envoyer, par exemple, les émissaires, notamment le plus célèbre, donc Emmanuel Nsakoune-Vunda, à Rome, en fait. C'est pour, en fait, avoir un contact direct entre Congo et le Vatican pour pouvoir ensuite faire la pression sur le Portugal. Pas juste le Vatican, mais les autres pays catholiques. À savoir le plus puissant aussi, la France. Ça, on le verra plus tard, notamment parce qu'il y a eu un bref contact entre le père de Vitakanga, donc Garcia de Cogani, et Louis XIV sous la Régence, pour essayer justement de contrecarrer l'influence portugaise. Bon, ça. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que le temps passe, dans les années 1600, après cette ambassade-là, il y a un autre acteur, c'est les Hollandais. Donc les Hollandais des Provinces-Unies, donc ils sont eux protestants, et qui commencent à prendre le dessus sur les Portugais en termes de réseaux commerciaux. Parce que la base, c'est les réseaux commerciaux, c'est la maîtrise, la maîtrise des espaces fluides. Donc les espaces fluides, ce sont les espaces de transition. Okay. Au début de ce qu'on appelle l'époque moderne, ce qui était important, c'était l'économie agricole, avec un territoire bien fixe, bien déterminé, ce qu'on produit. Mais plus on avance et qu'on commence dans une première forme de mondialisation, plus ce qui compte, c'est de maîtriser les réseaux. Et les réseaux passent à travers les espaces fluides. Et c'est pour ça que les Hollandais, les Provinces-Unies, étant des bons marins, qui vont d'ailleurs copier les techniques de navigation portugaises, et les Portugais eux-mêmes, avant, ils avaient copié les navigateurs arabes et les techniques danoises, etc., avec l'invention de la caravelle. Les Hollandais, ils vont tout miser sur le commerce et sur la maîtrise des espaces fluides. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à damer le pion aux Portugais, en Afrique et en Asie. Donc, on est dans les années 1600, pour vous situer. Donc, les Hollandais arrivent. Donc, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qui se passe? On a un autre acteur européen. Donc, c'est comme aujourd'hui. La multipolarité, c'est toujours mieux. Parce que si vous avez plusieurs acteurs, ben, vous pouvez opposer les intérêts de ces acteurs-là pour monter en gamme. C'est ça, c'est ce que Congo a essayé de faire. Parce que, bien entendu, il y avait déjà des marins britanniques, français, etc., qui étaient là, mais c'était toujours, ils étaient toujours considérés comme des pirates parce qu'ils étaient là, mais ils n'étaient pas censés être là, ils n'avaient pas le droit. Donc, avec le droit du patronat d'eau. Mais entre-temps, il y a eu Martin Luther, il y a eu les protestants, donc eux, ils en ont rien à foutre concrètement des catholiques. Voilà. Donc, l'autorité du pape, ils s'en foutent. C'est pas parce que le pape leur dit plus de naviguer qu'ils vont pas aller. Donc, c'est pour ça que ce qui était important en 1490, en 1500,
en 1600, ça l'est plus. Ok. Et ça va attiser, premièrement, les intérêts coloniaux de Saint-Paul de Luanda. Ok. Donc des colons portugais. Parce qu'ils voient une concurrence arriver. Donc ils sont plus agressifs. Deuxièmement, la conquête sur Dongo aussi est bien plus avancée. C'est-à-dire qu'il y a une partie de Dongo qui n'existe plus, qui fait déjà partie de la colonie portugaise d'Angola. Donc c'est-à-dire que déjà, ils ont un territoire. Donc là, on est vraiment dans une présence coloniale portugaise en 1600, qui est encore embryonnaire, mais qui est présent. Alors qu'au début, Saint-Paul de Luanda, c'est vraiment qu'un comptoir avec un fort. Là, c'est plus ça. Là, c'est une ville et il y a un territoire et ils ont des soba, donc des chefs mbundu qui sont assujettis, qui payent un tribut et qui fournissent des armes. Donc là, il n'y a plus de difficultés démographiques aussi. Là, ça change. Et vous avez du coup un parti colonial à Luanda, qui dirige Luanda, et qui, eux, sont va-t-en-guerre. Et ils vont toujours chercher, en fait, à conquérir des territoires. C'est là le point, comment dirais-je, vraiment, vraiment décisif, qui va amener la bataille de Bumbu et de Bandakashi. En fait, la bataille de Bandakashi, c'est une bataille, donc Bumbi et Bandakashi. En fait, Bumbi, c'est une localité qui se situe dans la province de Mbamba, donc la province méridionale du Royaume Congo, celle qui est frontalière à la colonie portugaise d'Angola, frontalière avec le Royaume de Dongo. Il y a un gouverneur de Luanda qui, lui, veut faire la guerre au Royaume du Congo pour plusieurs raisons. Okay. Premièrement, la colonie portugaise de Luanda, c'est une colonie dont l'économie est esclavagiste, donc qui est tournée vers l'export d'esclaves, vers notamment le Brésil. Or, le Royaume Congo a toujours tenu une chose. Le Royaume Congo a toujours voulu empêcher la vente d'esclaves des gens de son royaume, toujours. Et les gens, ou soit les esclaves en fuite, soit les Africains qui fuyaient l'esclavage mais qui n'étaient pas encore esclavagisés, quand ils allaient au Royaume du Congo, étaient considérés comme des réfugiés. Et ça, les colons portugais en avaient marre que le gouverneur de la province de Mbamba, donc le Mwene Mbamba, accueillait en fait des réfugiés qui fuyaient la colonie portugaise d'Angola et qui fuyaient en fait l'esclavage, la mise en esclavage, les conflits, etc. Donc du coup, ce gouverneur-là de Luanda, il voulait mettre fin à tout ça. Et contre l'avis de la couronne portugaise, il voulait du coup carrément faire... ce qu'il disait qu'en fait, l'ennemi, c'est le Royaume du Congo. En fait, c'est que, territorialement, c'est eux qui ont plus de territoire. Et deuxièmement, ils nous empêchent à chaque fois de faire la traite. Parce qu'ils disent sous prétexte qu'il est du Royaume du Congo, on ne peut pas le mettre en esclavage. Voilà. Donc, du coup, lui, il va pousser à l'affrontement. Donc, l'affrontement, alors, premièrement, donc, c'est la bataille de Bumbi. Donc là, je vous dis les détails. Dans l'armée, quelles sont les troupes armées? Eh bien, comme une grande majorité des troupes coloniales, les commandants peuvent être portugais, mais les soldats sont des Africains. Donc là, ce sont des mercenaires pour beaucoup. Donc, les mercenaires Imbangala, Jaga, Yaka. Okay. Donc, les mercenaires Yaka. Et quand je dis Yaka, là, il faut comprendre, ne pas confondre avec les Yaka actuels. Donc, les Yaka de ce moment-là, donc Jaga, il y a de tout, ethniquement parlant. Donc, il y a des Congos. Donc, des Congos de la région de Banza Congo. Très peu, mais il y en a un peu. Mais il y a surtout des Bundu, des Lunda, des Basuku. Et ceux qu'on appelle aujourd'hui Yaka du Congo. Donc, vous avez tout ça. Qui sont amalgamés. Alors, donc le capitaine-major Souza Coelho, donc il attaque Mbumbi, okay, en décembre 1622. C'est une attaque d'assez grande envergure, parce qu'il est accompagné de 30 000 hommes. Oui, c'est beaucoup. Parce qu'on est dans cet ordre de grandeur-là aussi, parce que c'est une zone où il y a beaucoup de monde, et c'est le Royaume Congo, c'est 2 millions d'habitants. Donc les armées, ce n'est pas des petites armées de 1000, 2000, non. C'est toujours des milliers. Là, 30 000 hommes sur la bataille de Mbumbi. Donc avec autant de force, par contre, il était évident que le Mwene Mbamba, il ne peut pas résister. Donc,
Donc, vous avez le capitaine Suzakuelo qui attaque du coup Bumbi dans décembre 1922 avec 30 000 hommes. En face, il y a qui? En face, vous avez, alors, on n'a que le nom portugais qui nous reste, Paulo Afonso, qui est le Mwenembamba, donc le gouverneur de la province de Mbamba. Lui, c'est le frère d'une Totila, le frère du roi Congo. Donc, le roi Congo, c'est Pedro II Kanga Bikal Watumba Vemba. Je répète, Pedro II Kanga Bikal Watumba Vemba. Donc, Tumba Vemba, c'est un Louvila qui se réclame descendant de Anna Tumba Vemba. Anna Tumba Vemba, c'est une des filles d'Afonso. Voilà. Moi, je suis Monomushi, Mwana Tumba Vemba. C'est mon Louvila. Et donc, c'est lui, il a peut-être juste de 3000 hommes. Parce qu'il ne s'attendait pas à une telle attaque. Et c'est une petite ville, Bumba, enfin, c'est pas la capitale. Donc, il se fait malmener. Donc, il y a une défaite cuisante. La défaite, elle est pas tant amenée par les archers Bundu que par les troupes Imbangala Jaga. Les Imbangala / Jaga, c'est les mêmes troupes que va utiliser plus tard la reine Anajinga. Ce sont des très bons guerriers, mais qui sont des mercenaires. Donc, ils servent tantôt des intérêts divergents et du coup, des intérêts portugais. Donc, ils gagnent. Donc, probablement, il y a une défaite. Cette défaite, elle provoque un sentiment anti-portugais très fort dans tout Congo Totila. Les Portugais étaient plus ou moins tolérés dans Congo Totila, dans le royaume, puisqu'ils se tenaient plutôt à carreau, les Portugais, parce qu'ils avaient intérêt pour avoir accès comment dire, aux ressources, qui n'étaient pas uniquement les esclaves, ça on l'oublie. L'ivoire. Beaucoup l'ivoire, surtout. Donc, à partir de ce moment-là, il y aura une vengeance. Cette vengeance, dans le détail après cette défaite-là, c'est le Totila qui l'amène, lui-même, donc le roi Pedro II Kanga Vimba, à Banankashi. Donc, c'est un autre lieu de la province de Mbamba. Et en fait, c'est une contre-offensive. Okay. C'est une contre-offensive où là, ils vont défaire, du coup, les troupes portugaises et les mercenaires. Et du coup, c'est une victoire victorieuse. C'est une bataille victorieuse. Cette bataille victorieuse, du coup, a été plutôt tue dans les archives portugaises. On ne fait que la mentionner. Les détails de la bataille, on les a grâce aux Hollandais, en fait. C'est les 1624. 624. Voilà. Avant la fin de l'année 1624. Parce qu'en fait, les Portugais n'ont parlé que de la phase où ils ont gagné. Ensuite, quand ils ont perdu, ils se sont tus. Et après, en fait, on a dans les archives, au-delà, on a deux trucs. On a le roi qui parle de cette victoire-là, mais il parle d'une victoire comme si c'était une victoire passée. Le roi Congo, parce qu'il a une correspondance. Et on a les Hollandais qui aussi parlent de cette victoire-là. Donc, c'est comme ça qu'on a su faire le lien entre les deux. Parce que cette victoire-là, elle a permis, en fait, de rehausser le prestige militaire de Congo, en fait. Parce qu'en fait, elle a montré aux Portugais qu'ils ne pouvaient pas battre Congo sur le plan militaire durablement. C'était pas possible. Ça, c'est à Bamba. Ça, Bandakashi, oui. Bandakashi. La défaite, c'était à Bumbi. Et la victoire, c'est à Bandakashi. Donc, cette victoire-là prouve, du coup, la puissance militaire de Congo. Et aussi, suite à cette victoire-là, les Hollandais aussi voient la puissance de Congo. Et donc, les Hollandais, ils cherchent à s'implanter dans l'empire colonial portugais. Et ils disent, bon, il faut qu'on s'allie avec les ennemis des Portugais. Donc, à ce moment-là, Pedro de Kanga Bikalwatuma Vemba, il entre en contact avec la WIC hollandaise. Donc la WIC, c'est la West Indian Company, okay, qui a été fondée récemment. À ne pas confondre avec la VOC, qui est beaucoup plus connue. Donc la VOC a été fondée en 1509, la WIC a été fondée en 1621. La VOC, c'est tout ce qui est l'Est, donc c'est l'Asie, et la WIC, c'est l'Ouest, donc c'est l'Amérique et l'Afrique. Donc il est contact. Il rentre en contact et, si vous voulez, il y a une convergence d'intérêts parce que les Hollandais ont fait un plan stratégique vraiment qui est assez fort, qu'ils appellent en français le grand dessein. En fait, c'est un plan stratégique pour supplanter les Portugais, l'empire colonial. Mais pourquoi? Parce qu'en Europe, on est à ce moment, on appelle la guerre de 30 ans. Donc la guerre de 30 ans donc, qui oppose grosso modo des puissances catholiques aux principautés protestantes. Okay.
Et les provinces-unies, en fait, ils essayent en fait de devenir indépendants du Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain germanique, qui lui est catholique. Donc, en fait, ils se sont dit, pour affaiblir une partie du Saint-Empire romain germanique qui combattent notamment l'Espagne, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu compliqué, mais à ce moment-là, la couronne d'Espagne et du Portugal sont unies. Okay, en 1580, l'Espagne et le Portugal ne font qu'une seule couronne. Donc, pour affaiblir l'empire colonial espagnol, il faut affaiblir aussi l'empire colonial portugais, qui est plus faible. Donc, du coup, les Hollandais se disent, on va attaquer les positions portugaises parce que c'est un peu le maillon faible. Comme ça, ils n'auront plus les moyens de nous faire la guerre. Donc, vous voyez un peu la stratégie. Et dans cette stratégie-là, il faut qu'on s'allie avec les ennemis des Portugais. Donc, on va s'allier avec les Congos. Et les Congos, en gagnant à Banda Kashi, ont montré aux Hollandais qu'ils étaient des alliés fiables pour les Hollandais. Voilà pourquoi cette victoire était importante. Parce qu'à un moment, il faut gagner. Parce qu'on peut voir que vous êtes beaucoup, mais si vous êtes nul, si Bazaba Yuma, on ne vous fait pas confiance. En fait. Donc à un moment, il faut montrer que Bazamobal. Sinon, on ne vous fait pas confiance. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et il y aura du coup l'une des conséquences de cette victoire, c'est qu'il y a une première collaboration militaire, donc une alliance avec les Hollandais. Donc en 1623, il y a une attaque conjointe, mais justement durant la bataille, ce qu'on dit la bataille de Bandakashi, mais en fait c'est une série d'attaques. Hein. Voilà. Voilà, il faut des fois s'enlever de la tête en histoire militaire, mais globale. Le choc frontal à 300, vous avez deux armées qui se font face, et puis voilà, c'est rare. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est souvent des séries d'escarmouches qu'on appelle une bataille. Donc la bataille de Bandakashi, c'est ça. Mais il y a eu une grande escarmouche quand même, où la flotte hollandaise armée de canons va assister les troupes terrestres Congo, donc l'infanterie Congo, qui serait au nombre de 20 000 hommes. Donc vous voyez, c'est quand même des chiffres conséquents. L'une des forces du Congo d'Antotila, c'est le nombre. C'est-à-dire que Congo d'Antotila était capable de mettre des armées qui à peu près correspondent aux armées européennes en termes de nombre. Et c'est ça qui fait que c'est une puissance qu'on ne peut pas facilement soumettre, etc. Donc cette alliance-là fonctionne militairement. Mais du coup, le roi Pedro de Kanga Abikalwa Tumavemba, le parallèle qu'on peut avoir avec Vita Kanga, c'est que lui, il cherche du coup à expulser définitivement les Portugais, en fait, en se basant sur les Hollandais. Sauf que les Hollandais ne sont pas assez nombreux à ce moment-là. Les Hollandais ne sont pas assez nombreux. D'ailleurs, c'est une question qui va toujours être problématique pour eux. Et donc, du coup, ils ne vont pas lui donner l'assistance militaire nécessaire pour vraiment expulser les Portugais et les chasser de Luanda. Donc, voilà un peu les origines de cette collaboration entre Congo et la Hollande qui montre un peu la force de la diplomatie. Mais la diplomatie ne marche que si vous montrez que vous êtes puissant. Ça aussi, je pense que c'est un des enseignements. On parle avec celles et ceux qu'on sait qu'ils ont de quoi mettre sur la table. C'est ça. Et Congo avait de quoi mettre sur la table en termes d'armée. Voilà pourquoi ils ont été un bon allié pour la Hollande. Une question. Oui, allez. Oui, merci. Dans tout ça, la spiritualité Congo. Ah, là, c'est encore une autre question. Mais si vous voulez, on pourra revenir à la fin avec les questions. Ouais. Et du coup, donc, si je comprends bien, il y a eu alliance avec les Hollandais afin de contrer les Portugais. Et par rapport à ça, comment on en vient aux prémices justement de la bataille de Mbuila qui aura lieu en 1665 ? Quel sera le contexte qui va précéder cette bataille ? Alors, vaste contexte parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de ne pas trop t'en dire. Alors, déjà, il y aura un changement dynastique. C'est quand même important. Donc, là, il y aura une dynastie qu'on appelle les Bishin Laza. Donc, les Kin Laza. Le nom Laza existe déjà, puisque Laza Congo, ce serait de base un cousin de Nimalukini, donc Nekongo Nimi, qui aurait quitté Banza Congo à l'époque de la fondation en Congo parce qu'il ne s'entendait pas bien avec son cousin. Et il serait parti à l'est fonder Congo Laza. Donc là, il y a la province de Mpangu, la province de Mbata,
donc chez les Bantandou, chez les Mamata, etc. Bien qu'il y avait déjà aussi la chefferie d'Ensakulaou qui existait, mais il s'est fait son fief là-bas et ça donnait Congo d'Anlaza. Et quand Nimalo Kini est décédé, il y a eu d'abord son cousin Nanga Congo, donc du clan Nanga aussi qui est lié à la royauté. Et après Nanga Congo, c'est Laza qui est venu régner aussi à Banza Congo. Donc voilà pourquoi Laza il est lié à la royauté. Bien que Laza soit plutôt lié au Nsaku. Hein. Mais vous savez, entre la philosophie Makuku Matatu Malombe Congo, donc Saku Panzozinga, et la réalité historique, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des Bishinzinga qui ont régné. Il y a aussi des Nsaku et surtout des Mpanzo. Voilà. Donc voilà pour l'origine de la maison royale Kinlaza. Alors là, c'est une histoire que j'aime beaucoup, mais je vais essayer d'aller assez vite. Alors, c'est l'histoire de deux frères, déjà. Ok. C'est l'histoire de deux frères qui, par leur mère, donc Zenze Alukeni, disent descendre d'Anna Tumbavemba. Okay. Donc, une des filles d'Afonso Ier. Donc, c'est deux frères de la cour royale, mais ils n'ont pas de poste. Okay. Donc, ils sont apparentés à la maison dite Sunji. Je ne vais pas revenir sur les maisons, là, ce n'est pas le lieu. On fera peut-être un jour un live où on parlera vraiment des différentes maisons royales Congo. Donc, ces deux frères. Donc, vous avez le frère aîné, Dom Alvaré Nimalukini à Zenza Atumba. Donc, je répète, c'est le frère aîné. Donc, Alvaré Dom Alvaré Nimalukini à Zenza Atumba. Et à son frère cadet, Don Garcia Kangalukini à Zenza Atumba. Donc, je répète encore, le frère aîné, Alvaré Nimalukini à Zenza Atumba. Le cadet Don Garcia Kangalukini à Zenza Atumba. Donc, c'est deux frères. Alors, Garcia, il est considéré comme quelqu'un de mystique qui a l'Empando. Donc, l'Empando, les pouvoirs mystiques. Voilà. Et du coup, il s'est nommé Kimbaku. Les Portugais ont déformé ça en Kimpasso. Ils ont dit oui, c'est quelqu'un de sorcier, etc. Kimbaku. Donc, les deux, ce sont des nobles, on va dire, mais n'ont pas de poste officiel. Mais ce sont des nobles et des courageux. Donc, il y a un moment, on est dans une période de querelle dynastique, etc. Donc, on cherche des courageux. On cherche des courageux, des braves qui savent manier les armes et qui sont prêts à aller au front. Eux, ils se dévoluent. Et ce qui se passe, c'est que quand Banza Congo est attaqué pour des querelles dynastiques, là, je ne rentre pas trop dans les détails, donc c'est Garcia, donc Don Garcia, Kangalukeni, moi je l'appelle Kangalukeni, qui va mener la défense de Banza Congo pour défendre le roi de l'époque. Et il va faire rebrousser chemin à celui qui attaque Banza Congo, qui était le Mwene Soyo de l'époque. Dans les chroniques, on dit même qu'il aurait blessé ce dernier d'une flèche. Okay. Kangalukeni. Donc, en remerciement, le Ntutila de l'époque, qui est jeune, hein, qui est presque un enfant, qui s'appelle donc Alvaro IV, Zingankuvu. Il nomme l'aîné des deux frères, donc Nimalukeni à Zenza Atumba, Alvaré. Il le nomme Mwenembamba, donc là un poste, Mwenembamba. Mwenembamba, donc duc de Bamba, si je dis en français, Mwenembamba. Bamba, c'est la province sud, et c'est une province qui est assez riche quand même. Donc c'est un vrai poste. Déjà, tu es Mwene, tu es quelqu'un. En plus, tu es Mwenembamba, tu n'es pas trop loin de Banza Congo. Banza Congo, c'est la capitale, c'est là où tout se passe. Tu es bien. Voilà. Donc, les frères, bon, c'était pas non plus des va-nu-pieds, mais ils passent de, voilà, on sait qu'ils ont une origine noble, mais voilà, à l'aîné, il a un poste. Bon, ça, c'est le poste de l'aîné. Kangalukeni, lui, il obtient la poste de Mwene Kioya. Alors, Kioya, c'est dans la province de Soyo. Donc, eux, ils ont traduit marquis de Kioya. Donc, déjà, ce qu'on est le marquisat, c'est pas un duc. Donc, c'est au-dessous un marquis. Donc, Kioya, c'est un Kimbuku, un district de la province de Soyo. C'est une bonne position aussi, quand même. Mais c'est en dessous. Bah, après, en même temps, c'est le petit. On ne va pas donner un truc que grand frère. Mais voilà, on le respecte aussi quand même. Donc, c'est des positions quand même de pouvoir dans des territoires riches parce que Soyo, c'est le port. Le plus gros port, le port de Mpinda, qui est le plus gros port Congo, puisqu'après, le plus gros port, c'est Luanda, mais Luanda, ça y les Portugais. Donc, Mpinda, c'est le port Congo. Donc, c'est important d'être proche en termes stratégiques. Ben, ça fait des jaloux. Hein? Donc, et ça fait des jaloux. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont monter la tête au roi actuel en disant que mais
Bon, toi, tu donnes des petits qui viennent d'arriver, tu leur donnes des gros postes, donc ils vont vouloir te sauter plus tard. Voilà, nanana. Donc, il y a des gens qui montent la tête au roi. Là. Sachant en plus qu'il meurt, le roi. Il meurt probablement empoisonné, parce qu'on empoisonnait beaucoup à l'époque. Hein. Bon, vous me direz, c'est pas fini aujourd'hui, mais bon. Voilà. Donc, le jeune roi, il meurt en 1636, et c'est son frère qui lui succède. Donc, Alvaro V Panzuani. Donc, le reste de la maison du roi, là, ils sont méfiants envers les deux frères. Et il y en a qui veulent se débarrasser d'eux. Alors là, je vous dis les noms parce que... Donc, il y a maintenant un certain Gregorio de la maison de Sundi qui convainc le nouveau Totila, Alvarez V, de remplacer Alvarez, le frère aîné, donc Alvarez Nimalukeni, qui était Mwenembamba, et il veut placer son frère à lui, Gregorio. Gregorio, donc, il monte la tête au roi, il dit, bon, il faut chasser le gars là, parce qu'il est méfiant, mais mon frère à ma place. Voilà. Et dans le même temps, le Ntotila, il veut planifier l'arrestation même d'Alvarez Nimalukeni et de son frère pour empêcher toute contestation possible et en gros les faire accuser de traître. Sauf que les deux là, les deux frères, ben, ce sont des gens aguerris, des guerriers, donc ils déjouent le plan du roi et du Grégorien en question. Donc avant même qu'on les destitue, ils mobilisent leurs hommes de la province et ils affrontent les troupes royales. Okay, et comme c'est de bons guerriers, ils gagnent parce que le roi, c'est un jeune roi, il ne connaît rien. Donc il gagne. Et Alvarez, du coup, Nimalukeni Azezatumba, le frère aîné, il va sur Banza Congo et il se proclame Totila, le roi. On a la date, le 24 février 1636. Il devient Alvarez IV. Son frère, donc Garcia Kangalukeni, lui devient Mwenebamba, du coup. Et là, il y a une nouvelle maison royale. Cette maison royale, c'est celle de, du coup, Kinlaza. Et c'est la maison royale de Vitakanga. Alors, donc, elle démarre en 1636. 1636. Okay. Il y a plusieurs dates, parce que certains disent qu'elle démarre le 26 août. Parce que ce serait le début, le début du règne effectif, dont vous verrez parfois. Mais en tout cas, la date de prise de pouvoir, c'est bien le 24 février. 24 février 1636. De toute façon, bientôt, il y aura un calendrier Congo, il y aura toutes les dates là. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà. Et il y a un mariage. Il y a un mariage, puisque Alvarez VI et Don Garcia, ils marient, comment dirais-je, des filles de la maison Da Silva de Moné-Soyo. Sachant que la famille Da Silva existe toujours jusqu'à aujourd'hui à Soyo. Voilà, ça je vous le dis, elle existe toujours. Donc c'est une famille connue. Donc là, alors j'ai un peu duré, mais c'était les origines de cette nouvelle dynastie parce que cette dynastie-là, donc la dynastie Laza est nouvelle, va être combattue par ceux qui ont chassé les Sundis en partie, qui va prendre le nom de Panzo. Donc il y aura deux batailles, deux maisons. Dynasties qui vont se... Voilà, les Kim Panzo et les Kim Laza. Et vous avez les Da Silva de Soyo qui jouent l'arbitre. Mais les Da Silva de Soyo vont souvent se marier plutôt avec les Kim Panzo. Et ça, on le verra un peu plus tard. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui dure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une alliance toujours à Soyo entre la famille ancienne Da Silva et les Kim Panzo. Cette alliance-là, matrimoniale, prend racine dans cette période-là. Et ça continue jusqu'à nos jours. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première partie des Kinlaza. Alors, donc je vous laisse prendre des questions peut-être pour... Non, je pense qu'on peut continuer. Hein. Ouais, on peut continuer. Alors, il y a, premièrement, rapidement, sans trop centrer sur Vitakanga, je pense que je vais concentrer plus sur le règne de Kangalukeni. Alors, Kangalukeni, donc Garcia II, comment il monte au pouvoir? En fait, son frère ne va pas beaucoup régner. Il va mourir aussi empoisonné. Okay. Il meurt empoisonné, donc Kangalukeni monte au pouvoir en 1641. Donc, 1641, c'est Garcia II Kangalukeni qui prend le pouvoir. Et en 1641, il y a aussi un tournant. C'est que il y a une grande offensive des Hollandais. Okay. Mais cette grande offensive, en fait, elle a été menée avec Kangalukeni. Donc Garcia II. En fait, les deux, ils ont planifié cela. Du coup, cette attaque a été menée par les Hollandais. Et les Hollandais, ils ont attaqué aussi le Brésil. Okay.
Donc les Hollandais, en fait, ils vont mener une attaque sur le Brésil, notamment la région de Pernambuco. À ne pas confondre avec Junio Pernambucano, voilà, parce qu'on vous connaît. Donc la région de Pernambuco, donc à l'est, donc où il y a Recife. Voilà. Donc les Hollandais attaquent là, et ils attaquent Luanda, et la bataille, il n'y a presque même pas de bataille en fait, parce que les Portugais sont tellement surpris. Et puis Garcia de Congalguni, ici, il attaque en même temps. Et la reine Ana Jinga aussi attaque en même temps. Donc il y a une alliance entre Kangalukini et Ana Jinga avec les Hollandais. Donc la flotte hollandaise, donc il y a 2000 soldats hollandais, et hollandais, européens, quelques mercenaires européens, et aussi des Tupis, donc les Brésiliens autochtones. Donc l'attaque quitte le Brésil le 20 avril, et ils arrivent à Luanda le 31 mai 1641. Okay. Et à partir de ce moment-là, très rapidement, voilà, il y a comment dire ça, Kangalukini, il attaque l'intérieur des terres avec Jenga pour empêcher les renforts. Pour que Luanda, en fait, ne soit défendu que par les hommes qui sont présents à Luanda. Et pas les garnisons qu'ils ont dans l'intérieur des terres, puisqu'ils ont conquis une partie du royaume de Dongo. Parce qu'à ce moment-là, ils sont en pleine bataille contre Ana Jinga, où ils soutiennent, comment dire, le cousin de Ana Jinga, donc, qui s'appelle Felipe. Felipe Ngola Hari, ils le soutiennent. Donc les Portugais, du coup, ils sont occupés à combattre Jinga. Et du coup, quand les Hollandais arrivent, ils peuvent pas avoir de comment dirais-je, de renfort. Du coup, quand les Hollandais arrivent, voilà, parce que le Luanda aussi était très peu défendu, il y avait 2-3 canons. Et puis après, voilà, après c'était gagné. Donc là, c'est comment dire, c'est vraiment une victoire totale pour Garcia de Kangalukini sur le plan diplomatique, parce que c'est-à-dire que ce qu'a fait son prédécesseur, même ses prédécesseurs, donc Pedro II, Kanga Mbika, là, avec la bataille de Boumé Banakashi, l'alliance avec les Hollandais, ça se concrétise 20 ans après à peu près. Donc là, pour l'instant, c'est une victoire. C'est une victoire totale. D'ailleurs, je peux. Oui. Quelle année déjà La victoire, c'est 1641. En fait, l'année où il prend le pouvoir, c'est l'année aussi où les Hollandais attaquent et où il s'allie avec les Hollandais contre les Portugais. Et à partir de là, c'est une alliance quand même, je dirais, factuelle, mais il n'y a pas eu de contrat. Maintenant, il va essayer de faire un contrat. Il va essayer de faire un contrat, mais les Hollandais vont toujours être un peu perplexes, parce qu'en vrai, les Hollandais sont aussi en traction avec les Portugais, parce que les Hollandais sont dans une course contre la montre, parce qu'ils ne sont pas beaucoup numériquement. En Europe, hein, les Hollandais sont encore moins que les Portugais. C'est-à-dire que si la guerre traîne, ils ne peuvent pas gagner, même s'ils ont de l'argent. La guerre, ça se gagne avec l'argent, mais ça se gagne surtout avec les hommes. Tu peux avoir l'argent que tu veux, si tu n'as pas les hommes, tu ne gagnes pas. Donc les Portugais, ils en sont conscients. Enfin, les Portugais, les Hollandais, ils en sont conscients. Sachant qu'en plus, les Portugais, rappelez-vous, à ce moment-là, le Portugal était toujours uni à la couronne espagnole. Sauf qu'il y a eu une révolte aussi au Portugal, où il y aura une restauration de l'indépendance de la couronne portugaise. Donc il y aura un sursaut nationaliste au Portugal et aussi dans les colonies. Donc les colonies au Brésil, etc. et en Angola. Donc tout ça fait que il faut vite pour les Hollandais gagner la guerre et aussi avoir des sous. Parce qu'au début, les Hollandais, ils ne voulaient pas être esclavagistes. Ils ont vu les bénéfices, ils voulaient devenir esclavagistes. Sauf que vos principaux alliés sont les Africains, qui eux ne veulent pas ça. Dilemme. Donc les Hollandais se retrouvent aussi coincés. Parce qu'ils essaient de faire la traite, mais chaque fois qu'ils font la traite, Jinga n'est pas d'accord et Kangalukini n'est pas d'accord. Et ça, c'est un point qu'il est important de noter. Qu'est-ce que je peux aussi dire? Ah voilà, c'est une citation qui est très belle de Kangalukini, où il dénonce l'esclavage par principe, parce que souvent on veut nous faire croire que les Africains n'ont jamais remis en cause l'esclavage par principe. Là, c'est écrit Kangalukini. Donc la lettre, elle date de 23 février 1643.
Voilà ce qu'il dit. Au lieu de l'or, de l'argent et des autres biens qui servent de monnaie ailleurs, ici la monnaie est faite de personnes qui ne sont ni en or ni en tissu, mais qui sont des créatures. C'est notre honte à nous et à nos prédécesseurs d'avoir de notre simplicité ouvert la porte à tant de mots et surtout permis qu'il y ait des gens pour prétendre que nous n'avons jamais été les seigneurs d'Angola. L'inégalité des armes nous a tout fait perdre, car là où prévaut la force, le droit se perd. Lukini. Donc, nous n'avons pas attendu les Européens pour dénoncer des crimes contre l'humanité. Moi, je pense que c'est important de le dire et de le marteler. Que voilà. Et ça, c'est Kanga Koni, un roi Congo, qui le dit. Donc ça, c'était important. Mais, du coup, peu à peu, il y a un affaiblissement de la présence hollandaise, en fait. Et au Brésil, les Hollandais aussi perdent leur position. Et ceux qui vont refaire la reconquête au Brésil, les Portugais brésiliens, parce que ce sont des créoles, donc des Portugais qui sont nés au Brésil. Hein. Ceux qui ont fait la reconquête au Brésil, ce sont les mêmes qui ont fait la reconquête en Angola. À savoir, notamment celui qui va être le gouverneur de Luanda, mais plusieurs. Hein. Salvador Correa de Sá, c'est un Brésilien, Portugais brésilien, et André Vidal de Negreiros, qui est aussi un Brésilien, qui vont être de gouverneur de Luanda et qui vont combattre le royaume du Congo, notamment le père, Kanga Koni, mais aussi Vita Kanga. Et ça, c'est des personnages aussi importants parce que André Vidal de Negreiros, qui est un combattant, donc un général vétéran des guerres contre les Portugais, contre les Hollandais au Brésil, c'est lui qui va provoquer la bataille de Mbila en Angola, au Congo. Et ce personnage-là, il est dans le panthéon brésilien actuel. Ça, il faut le savoir aussi. Ça, dans le panthéon brésilien. Ouais, c'est un héros national. Oui, c'est un héros national du Brésil. Esclavagiste, plantationnaire, colonialiste. Voilà, il faut savoir. Son portrait, c'est une figure nationale. Ses descendants, ils sont encore bien. Voilà. Faut le savoir. Nos bourreaux sont parfois leurs héros. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il est important aussi de savoir. Alors, là, c'est pour la présence hollandaise, du coup, comment va être... du coup... Et est-ce qu'elle va durer pendant tout le règne de Kanga Lukeni ou elle va s'affaiblir avant? Eh bien, il n'a pas la force de lutter à la fois contre les Portugais et les Hollandais, donc il n'empêche pas les Hollandais d'être chassés, d'où le fait de leur départ, et il ne peut pas mener la guerre contre les Portugais, donc il est obligé de faire des traités. Alors, du coup, ces traités-là, ils sont signés en 1649, et c'est là que c'est intéressant à plusieurs points. Premièrement, parce que c'est l'un des premiers traités internationaux au monde. Parce qu'en relation internationale, on dit que ça commence avec les traités de Westphalie, donc les traités de Westphalie qui commencent après la guerre de 30 ans, où quel est l'apport du traité de Westphalie? C'est qu'on dit que, en gros, il n'y a pas un empire, parce que vous savez, dans un empire, la voix de l'empereur, c'est pas la même chose que la voix des rois, etc. Dans le traité de Westphalie, c'est la voix d'un prince ou d'un État vaut la voix de tout autre État. C'est ça la base de relations internationales dites modernes, c'est-à-dire le fait que
chaque nation, chaque État reconnu, sa voix vaut la même, qu'il soit pauvre ou riche. Et le traité du Rwanda-Congo rentre dans ce cadre-là, puisqu'on est juste après les traités de Westphalie. Et du coup, il y a plusieurs traités qui sont signés, traités de paix entre le Royaume-Congo et le Royaume du Portugal, qui constituent du coup un des premiers traités internationaux, aussi bien au niveau de l'Afrique que de l'histoire mondiale, quoi, tout simplement. Mais dans ces traités-là, ils sont iniques. C'est-à-dire que le gouverneur de Luanda, donc Salvador Correa de Sá de l'époque, qui est un Brésilien, lui, il réclame, il en profite en fait pour réclamer ce que les Portugais ont toujours voulu, les mines. Les mines d'or, les mines de cuivre. Et Garcia de Congalquini, lui, ne veut pas donner des mines. Et aussi, il veut construire aussi comment dirais-je, un fort à la frontière entre la colonie d'Angola et le Royaume du Congo, ce qui lui permet en fait d'avoir le contrôle militaire de la frontière. Donc, en gros, il empiète sur la souveraineté. Donc, ça, il refuse. Il refuse. Mais du coup, le Portugal, à partir de ce moment-là, et surtout la colonie portugaise de Luanda, commence vraiment à prendre comme objectif de conquérir le Royaume-Congo en lui-même. Et ça commence après le traité. Ça commence après le traité parce que Dongo est maintenant moribond. Dongo, c'est le royaume de Dongo, le mec à la Renjinga qui se bat toujours, mais elle vieillit, les Portugais sont de plus en plus forts, elle résiste bien. Vous savez, si la Renjinga à la fin, elle arrive à maintenir son trône, etc., mais elle est plus... parce qu'elle n'a plus la force, tout simplement. Elle n'a plus la force. Numérique. Parce qu'en fait, il faut des gens pour se battre. Quand tu n'as plus de gens, tu ne peux plus te battre. Donc, les Portugais se disent que, bon, maintenant que Dongo s'est réglé, on va se concentrer sur le gros morceau, Congo. D'où le fait de vouloir signer les traités qui vont dans ce sens-là. Mais Garcia II résiste. Il résiste. Et le deuxième point important, et c'est là qu'on voit l'émergence un peu de Vita Kanga, parce que là, Vita Kanga, bon, il est né dans un environ de 1636, etc. Donc Vita Kanga, c'est le fils de Garcia II Kanga Lukeni. Lui, il commence à devenir un peu un personnage autour des années 1550, enfin 1600 plutôt, 1650, au cours de l'adolescence. Parce que premièrement, il va être pressenti pour être, comment dirais-je, pour devenir ambassadeur pour son père au Vatican, partir à Rome, mais cela ne va pas se faire parce qu'il y a des péripéties. Et puis après, il va être Munempangu, donc gouverneur de la province de Mpangu. Et à ce titre-là, il va faire la guerre contre les Jakas, les Jagas, les Yakas, etc., des mercenaires là qu'on avait dit. Pendant ce temps, Garcia de Kangolikini, lui, il essaye de faire la paix avec Soyo, parce que tu ne peux pas mener la guerre contre deux fronts, et il prépare la guerre contre les colons portugais, parce que les colons portugais, eux, se font de plus en plus vindicatifs, et essaient de plus en plus de convaincre la couronne qu'il faut faire mener la guerre contre le royaume du Congo, qui jusqu'à présent est toujours respecté, pour deux raisons. Un, il est considéré comme un royaume catholique, donc on ne peut pas l'attaquer comme ça, et de deux, c'est le royaume le plus puissant de la région. Parce que quand les Portugais parlent de la reine Jinga, ils disent qu'il faut l'éliminer, l'exterminer. Quand ils parlent du roi du Congo, ils disent qu'il faut lui donner une leçon, mais que ça reste... voilà, les termes qu'il emploie, c'est notre frère, le roi du Congo, etc. Donc il y a toujours cette question-là. Donc ça veut dire jusque-là, le royaume du Congo reste la première puissance Toujours. régionale de Toujours. l'Afrique centrale occidentale. Toujours. Ok. Ça, c'est vraiment une constante qui ne va se changer qu'après la bataille de Mbula. Alors, donc là, j'accélère un petit peu. Donc là, on est vers la fin, entre les années 1655 et jusqu'à la mort de Kanga Kuni. Quels sont les événements majeurs? Premièrement, la paix avec Soyo. Donc, ce qui stabilise donc du coup peu à peu le royaume, on commence à le réunifier. Deuxièmement, il y a quand même des conflits religieux entre les missionnaires et la population. Et Garcia de Kangalukini change. Garcia de Kangalukini était catholique, en tout cas prétendait être catholique pour raison d'État. Ça, ce sont les Portugais eux-mêmes qui le disent.
qui le disent que oui, il n'est pas plus catholique que les autres. Il le fait juste par raison d'État. Sauf que cette raison d'État-là, à un moment, elle change. C'est-à-dire que à un moment, Garcia de Kangalukini, il devient hostile aux missionnaires capucins, okay, alors qu'auparavant, c'était plutôt ses alliés. Ce qui se passe, c'est que son fils aîné, qu'on connaît sous le nom d'Afonso, ce fils aîné, quand il y a eu la guerre avec Soyo, il avait été pris en otage par Soyo, et c'était les capucins qui ont fait les intermédiaires pour le libérer. Donc lui, le fils aîné, était devenu catholique et zélé, et défenseur des capucins. Donc, quand son père, il se retourne contre les catholiques et les capucins, lui, il défend les capucins. Contre son père. Contre son père. Son propre père. Oui. La foi que veux-tu. Donc, là, à partir de là, son père, il raye son fils aîné. Et il fait confiance à, par contre, son fils cadet, donc Vitakanga, qui, lui, a toujours été défiant du catholicisme. Toujours. Et ce qui se passe, c'est que là, Garcia II, il est à chaque fois des... Bon. Il est dépeint comme, on dit, il retourne au paganisme, etc. Donc, il retourne au Bukongo, Zila Congo. Et là, il y a une chose. On sait que une des formes du Lemba, qui est une école initiatique Congo, est née dans les années 1650, qui correspond à la dernière décennie de Garcia de Kangalukini. On sait que l'une des fonctions du Lemba, c'est de protéger les intérêts du pays et les savoirs du pays à l'intérêt des influences étrangères, notamment du christianisme. Donc, on sait que le Lemba aussi, comment dirais-je, les rites du Lemba sont calqués sur les rites d'une Totila du roi. Et on sait que le Lemba, c'est aussi fait pour transmettre les pouvoirs par une voie du père au fils. Puisque la voie normalement normale de la transmission du pouvoir, c'est plutôt de la mère au fils ou de l'oncle maternel par la voie utérine. Donc, le Lemba, c'est un peu aussi une manière rituelle de combler la lacune paternelle du père au fils. Et ça, on sait que Garcia de Kangalukini, il avait vocation, pour sa dynastie, de transmettre à son fils Vitakanga. Parce que si on suit juste la voie classique Congo, on ne peut pas transmettre à son fils par ses lignées paternelles. Donc, sauf qu'il y a deux trucs pour un peu pallier à ça. Il y a la voie d'une Tutila qui me fout Makatumbwa, donc c'est le Bongizan Kuluntu qui peut te choisir, même si tu es le fils, mais rituellement, ça peut ne pas être suffisant. Donc, le Lemba, en tout cas, le Lemba de cette époque de Garcia de Kangalukini, c'était une manière, de lutter contre le christianisme pour Garcia de Kangalukini, de garantir à son fils la montée sur le trône, notamment contre Alfonso, qui est considéré comme un traître. Okay. Donc ça, il y a cet aspect-là qui est assez important. Parce que Garcia de Kangalukini va mourir aussi, on soupçonne qu'il soit mort empoisonné. Et avant de mourir, il aurait demandé du coup à Vitakanga, 1, de prendre le pouvoir, et 2, de le venger. Donc Vitakanga, quand son père est mort, il prend le pouvoir. Alors, il prend le pouvoir comment? Il a été aussi désigné par le Bongizan Kuluntu. Donc, on lui fait confiance que le Bongizan Kuluntu, il est quand même traditionnaliste. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Donc, le Bongizan Kuluntu, c'est le Lumbu actuel, entre guillemets. Donc, le Lumbu actuel, c'est le Conseil royal, pour faire vite. Donc, au Conseil royal, vous avez un mélange des représentants des lignées principales à Banza Congo, et vous avez un peu la famille royale. Donc, vous avez traditionnellement, par exemple, il y a la sœur d'une Totila, il y a la mère d'une Totila, vous avez le Nsakunebunda, vous avez, comment ça s'appelle, le Mwene Soyo, le Mwene Mbata aussi. Donc voilà, vous avez les grands du royaume, entre guillemets, vous avez donc les grands, politiquement, vous avez les grands du royaume, spirituellement, vous avez le Nsakunebunda, et vous avez les parentes du dernier Ntotila qui font partie. Voilà. Oui. On peut faire une analogie avec l'expression qu'on trouve notamment en Europe, en France, les pères du royaume, quelque chose comme ça, non? Oui, mais c'est plus puissant parce que les pères du royaume, ils n'ont jamais élu le roi ici. Faut peut-être à l'époque des
des Mérovingiens, parce que c'était une tradition nordique vraiment d'élire les rois. Le Bongisa, il a encore plus de pouvoir, le Bongisa Kuntu Lumbu. Donc il désigne Vitakanga, ok? Il le désigne. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Et il devient roi en quelle année après 1661. La même année 1661. que Louis XIV. Ok. Ah oui. Ouais. Oui, c'est vrai, je fais ce parallèle-là. Parce que les deux l'année, ils mettent le monde sur le métro de la même année. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive au pouvoir. Premièrement, parce que Vitakanga, il est quand même assez, comment dirais-je, volontaire. Déjà, en tant que Moné Mpangou, il a vu une altercation avec, comment s'appelle, le capucin Jérôme de Montersacho. Voilà, il avait une altercation avec lui, donc un prêtre, quoi. Mais en tant que Totila, probablement, il venge son père, il élimine les traîtres. Vitakanga ne tolère pas la traîtrise. Donc, Il a tué son frère. Ah, il a réussi, ok. Il a tué son frère. Et il l'a tué de manière assez sauvage. Parce qu'en fait, il l'a tué comme si c'était ce qu'on appelle un Kimpumbulu. Donc, un voyou. Alors, et lorsque tu es identifié en tant que Kimpumbulu, donc en tant que vaurien, après, c'est très violent pour l'époque, en tout cas. Alors, il l'a tué. On a retrouvé son corps déjà nu dans Banza Congo, avec plein de marques, etc. Mais parce qu'il a trahi, et il est soupçonné d'avoir tué Kanga Okuni, le père. Donc, il est mort comme un traître. Et lorsque tu te tues comme étant un traître, tu n'as pas le droit à une sépulture et on n'a pas le droit de faire de deuil. On ne pleure pas ta mort. Voilà. Donc, ne trahissez pas. Sinon, vous savez ce qui vous attend. Donc, voilà. Ça, c'est de 1. De 2, ensuite, Vitakanga, les traités qui ont été signés par son père, parce qu'il y avait plusieurs traités entre 1949 et 1651, il dit, moi, c'est pas mon problème, je ne cède rien. Donc, toutes les mines, etc. Il y a même une phrase assez célèbre où il dit que moi, je ne connais pas mine d'or, et même si on aurait, je ne vous le donnerai pas. C'est écrit de sa main. Donc, il refuse du coup de céder, en fait, les mines d'or et de cuivre du Royaume Congo à l'Angola portugais, donc à la couronne du Portugal. Autre chose, il y a en parallèle à Luanda, il y a un nouveau gouverneur, André Vidal de Negreiros, qui est lui aussi un vétéran des guerres brésiliennes. Là. Avec la Hollande. Voilà, avec la Hollande, qui est un Brésilien, du coup, qui a des plantations au Brésil. Colomb. Voilà, donc lui, c'est un colon plantationnaire esclavagiste. Donc, lui, c'est quelqu'un qui a intérêt économiquement et politiquement à la guerre. Plus il y a de guerre, plus il y a d'esclaves. Donc lui, en fait, il fait partie de celles et ceux qui veulent la guerre à tout prix. En tout cas, des plus vindicatifs pour mener la guerre. Donc là, on est en 1661. Le règne de Vitakanga est très court. 4 ans. Ok. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment court. D'ailleurs, ça tombe bien. Parce qu'il y a quelque chose qui le caractérise. Vous savez, au Brésil, il y a un document qu'on ne retrouve pas au Congo ni en Angola. Donc, le catalogue des rois du Congo. Catalogo Dores do Congo. Qui est, si je me souviens bien, je crois qu'il est à Sao Paulo. En fait, ce serait même un Congo qui aurait recopié en fait après ce catalogue des rois du Congo. Okay, c'est en portugais sans Kikongo. Il date du XVIIIe siècle, il date de 1750. Et il y a à chaque fois le nom du roi et sa description. Donc je vous dis la description de Vitakanga, pour qu'il y ait quand même avec un dieu. Le cœur d'un tel roi est plus dur que les pierres même de la montagne sur laquelle la ville de Banza Congo. Voilà. Ce qui a été vu comme un roi au cœur de pierre, en fait, très dur. Mais bon, c'est ça le pouvoir politique aussi, c'est le Kimayala. Donc, Vitakanga, il a tué son frère et, comment dirais-je, il soupçonne aussi les Capucins d'avoir participé, comment dirais-je, au complot contre son père. Donc, il est très méfiant contre Les Capucins. Oui, les Capucins, contre les Capucins. La présence catholique de Virginie. Voilà. Je pense que c'était utile parce qu'elle fait partie aussi l'état global du monde à la montée du trône de Vitakanga, donc en 1161. Donc je dis, Louis XIV, il monte sur le trône en France, c'est pour la France. Les empires coloniaux européens, donc l'Espagne, province unie Portugal,
ils sont concurrencés par l'émergence notamment de la Grande-Bretagne et de la France en tant que puissance coloniale. Les cartes commencent à se rabattre en Europe. Donc en Grande-Bretagne, bon, vous savez, il y a la guerre civile avec Cromwell qui était un puritain, qui voulait, voilà. Mais du coup, il y a un nouveau roi, donc Charles II. Et ça profite aussi de l'affaiblissement du Saint-Empire romain germanique et d'Espagne. Donc les anciennes puissances catholiques qui étaient au devant de la colonisation au 15e, 16e siècle, au 17e siècle, commencent à basculer. Et là, c'est vraiment la France et la Grande-Bretagne qui commencent à s'imposer comme puissance coloniale en Asie, en Amérique et en Afrique. Mais le Portugal garde le Brésil. Donc, comme ils gardent le Brésil, qui sont forts au Brésil, ils sont aussi toujours forts en Angola. Donc, ce qui fait que l'affaiblissement général ne touche pas trop cette région-là parce que ça va être le bastion, le dernier bastion portugais. Parce qu'au contraire, sur la côte Swahili, là où ils avaient commencé, ben, vous avez le sultanat d'Oman qui commence en fait à mener ses attaques contre les Portugais sur la côte Swahili. Donc voilà, ça c'est un peu ça. Pour ce qui est de Vita Kanga, comment il gouverne? Alors, il gouverne avec, premièrement, celles et ceux qui sont fidèles à la couronne Congo. Donc, les prêtres Congo, il y en a quelques-uns, ce sont ses plus grands conseillers. Parce qu'ils sont fidèles avant tout à Congo avant d'être fidèles à l'Église. C'est en ça Donc, qu'ils lui servent. est-ce qu'on peut dire que à l'époque de Vita Kanga, il y avait une sorte d'église catholique indigène, indépendante du Vatican? Ce serait trop de dire ça, parce que si on parle d'église catholique indigène indépendante, c'est-à-dire que tu as des prêtres en nombre, ordonnés, etc., etc. Il y avait beaucoup, ce qu'on appelle des mestris, donc des gens qui connaissent, les rites, mais ils ne sont pas ordonnés prêtres. Il y en a très peu qui sont vraiment ordonnés prêtres. On a les noms, et c'est ceux-là qui vont diriger l'embryon d'église. Oui, l'embryon d'église. Et ils servent tous Vitakang. Donc, je vais le dire. Donc, l'église du Congo est dirigée par un conseil de 4 prêtres. Ils sont tous conseillers de Vitakang. OK. Plus que de l'église. Et c'est pour ça qu'ils sont critiqués d'ailleurs par à la fois les capucins, dont la plupart sont issus, et les jésuites, qui sont un peu les concurrents des capucins dans la région. Donc, vous avez 2 frères, donc Simon de Medeiros et Miguel Castro. C'est des métis et qui sont des parents éloignés de Vitakang. Vous avez un chanoine Congo, donc voilà, donc Estevao Castaño, et le plus illustre, c'est Manuel Roberedo, dit l'abbé Lubeladio, qui est assez connu, parce que lui, il est aussi parent de Vitakanga. Il était même pas, en fait, il était parent de son père, donc c'est plus un rapport d'oncle à neveu que de cousin. Et lui, c'est lui le plus important parce que lui, il est ordonné capucin. Donc lui, c'est un lettré catholique érudit qui est du coup reconnu par les capucins qui sont pas pour Congo pour ses compétences linguistiques, et il leur a permis en fait la confection de nombreux lexiques portugais Kikongo à l'époque. Donc l'abbé Lubeladio. Cet abbé Lubeladio va être fidèle à Vitakanga jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il va mourir à ses côtés. C'est pour ça qu'il est resté dans la mémoire populaire, parce qu'il est mort à ses côtés. Mais voilà, Vitakanga, il est constamment décrit comme un ennemi de la foi chrétienne. Okay, constamment, parce qu'en fait, Vitakanga n'est pas chrétien dans le fond. Il est comme son père, catholique par raison d'État, mais sinon, il est dans le Bukongo. Donc voilà, donc il est constamment décrit comme un païen, comme voilà. Ça, c'est un de ses traits. Ensuite, l'autre trait, c'est la fierté de Vitakanga. Très fier envers sa personne et très fier du coup, mais c'est pas la fierté du tyran, parce que c'est une fierté qu'il étale du coup à son peuple. Voici ce qu'il dit. Je suis las de souffrir que mes peuples, qui doivent être les maîtres de tout le monde, obéissent à une poignée de gens ramassés, pauvres, et sont obligés d'abandonner leur pays pour venir chercher à vivre dans le mien. Donc là, il parle des colons portugais. Voilà. Et donc, il ne tolère pas en fait que les Portugais veulent donner des ordres à ces sujets, parce qu'ils considèrent que ces sujets, enfin, s'il dit sujet, parce qu'en vrai, c'est pas vraiment ces sujets, parce que c'est plus un Totila qu'un roi, mais bon, voilà, on va pas. Hein. En gros, il ne tolère pas que les Bichi-Congo obéissent à des Portugais en terre Congo. Et que pour lui, en terre Congo, un Bichi-Congo est supérieur à un Portugais.
que c'est le Portugais qui doit obéir au Congo sur la terre Congo et non l'inverse. Donc, c'est quelqu'un du coup qui est vraiment très fier, mais qui est une fierté qui est collective, et c'est pour ça aussi qu'il était très populaire, Vita Kanga. Très populaire, très populaire. Et à l'inverse, chez les missionnaires, il est décrit comme étant, des fois ils disent que c'est un nouveau pharaon, tout ça, voilà. La logorée biblique, voilà. Donc, ça se passe du coup à ce niveau-là pour la manière dont il gouverne. Et très rapidement, l'opposition avec André Vidal de Negreiros, qui est bon, déjà, il n'est pas content, le gouvernement de Rwanda, du fait que c'est, comment dirais-je, que c'est lui qui vient au pouvoir. Et très vite, comment dirais-je, il demande à ce que Vita Kanga respecte les traités. Donc là, je vous donne la réponse que je dis tout à l'heure. J'informe à votre Excellence que moi, pour ma part, je dis que puisqu'il y en a, je ne le dois à personne, et que ce n'est pas la raison des soucis des terres qui sont de droit soumises à ma couronne, et dont je serai mécontent, et j'ai confiance en votre prudence que d'autres n'utilisent pas. En gros, il a confiance qu'il ne va pas dépasser les bornes et réclamer des territoires, parce qu'il réclame aussi des territoires. Il y a aussi une querelle des territoires, puisque Congo Nyantoutila, de base, comprend le territoire même où sont les Portugais, le territoire dit d'Angola, qui fait partie de Congo Nyantoutila. C'est-à-dire que même le territoire de Dongo, de base, l'Angola, il est là, mais il gouverne au nom de Totila de Banza Congo. Donc, à la limite, le gouvernement de Luanda devrait même prêter allégeance au Totila de Banza Congo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un conflit territorial de base. Depuis, voilà. Autre élément important. Donc ça veut dire l'extension du territoire du Royaume Congo, on va dire en soi, elle est réduite depuis la présence Oui. de la colonie portugaise en Angola. Luanda, c'est une zone Congo. Ça te plaît, mais c'est une zone Congo. Même à Luanda, actuellement, il y a des quartiers qui ont des noms Congo jusqu'à aujourd'hui. Au-delà même du fait des Nzimbu. Mais les Portugais ont tout intérêt à nier, en fait, la congolité de ce territoire-là pour pouvoir mieux se l'accaparer. Parce qu'aussi, il y a eu la créolisation qui a fait avec les Bundus, qui du coup, s'affilie plus au territoire colonial, ensuite d'Angola, qu'à Congo. Mais ça, c'est un effet direct de la créolisation. Luis Lopez de Sequeira, donc celui qui commande l'armée d'Angola, c'est un métis Bundu. C'est pas un Portugais. Mais il se bat pour l'Angola. L'Angola colonial. Il se bat pour les Portugais. Donc ça aussi, ça fait partie de la stratégie, comment dirais-je, portugaise. Vita Kanga, lui, il applique la même stratégie, c'est-à-dire, comme ses prédécesseurs, premièrement, les rivalités européennes, mais aussi ressouder Congo. Pourquoi la bataille de Mbila est importante? Parce qu'à la bataille de Mbila, il y avait tout le monde. Après, il y avait tout le monde, c'est-à-dire que celles et ceux qui étaient avant en rébellion avec Banza Congo, tout le monde était présent à Banza Congo. L'exemple aussi que j'avais trouvé, c'est qu'en 1663, Vita Kanga contacte le Malwango et lui demande de contacter les Espagnols. 63. Alors, Malwango, donc Luango, actuel Pointe-Noire, voilà, province de Luango, mais qui était à ce moment-là déjà indépendant. Oui, ils étaient indépendants, j'essaie de le dire. Mais malgré cette indépendance de fait, il se trouve que Vita Kanga se trouve à l'autorité nécessaire pour dire au Malwango, parce que Luango aussi c'est un port, d'envoyer une ambassade en Espagne. Pourquoi? Parce que l'Espagne est encore en conflit contre le Portugal. L'Espagne n'a pas accepté totalement l'indépendance du Portugal. Donc du coup, il s'est dit, bon, on va s'allier avec les Espagnols contre les Portugais. Donc ça prouve déjà la connaissance du terrain géopolitique européen de Vita Kanga. Parce qu'après Vita Kanga, il parlait du Congo, bien entendu, mais aussi portugais et espagnol. Donc ce qui lui permet de connaître en fait l'Europe pour pouvoir s'allier avec ses ennemis, les ennemis en tout cas comment dirais-je, des Portugais, quoi. Donc là, on a fait un peu le contexte. Juste, je vais t'arrêter. On m'a posé 2 questions. Ok. Déjà, la première question, comment sait-on que Vita Kanga était populaire auprès de son peuple? Si tu as des anecdotes précises à ce sujet. Et est-ce qu'il y avait une concurrence entre le Nsakunévunda, donc le pouvoir religieux Congo,
et les prêtres catholiques qui étaient auprès de Vitakanga? Alors, la popularité de Vitakanga, on la sait de manière, premièrement, la mémoire populaire actuelle et présente même de Banza Congo depuis toujours, qui est cultivée. Deuxièmement, dans les sources, on le sait à rebours parce que en fait, les Portugais accusent que l'influence du roi, donc de Vitakanga, en fait, fait que le christianisme recule. En fait, c'est ça qui prouve la popularité de Vitakanga. En fait, c'est son influence sur le peuple qui le suit. Donc, on a un recul du catholicisme. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est à rebours parce que c'est pas les Portugais n'ont aucune raison d'écrire sur la popularité du roi. Donc, eux, quand ils le décrivent, c'est toujours sur sanguinaire, païen. Voilà. Or, non, il y avait une popularité. Et la popularité va surtout se démontrer par le fait que Vitakanga arrive à réunir l'ensemble des forces du royaume, des grands du royaume. C'est comme ça qu'il pose sa popularité. Ensuite, le Sakunevunda. Le Sakunevunda de ce moment-là n'est déjà plus. Enfin, c'est un. Dans l'Ensaku, vous avez l'Ensaku, vous avez l'Ensaku Lao. L'aîné devient Nsaku Nevunda. Le cadet devient Monembata. Donc, il y a pas de concurrence avec les prêtres Congo parce que les prêtres Congo, ça devient un peu une sorte. L'église catholique se greffe et devient une sorte d'administration parallèle, mais il n'y a pas de rivalité. Et parce qu'aussi le Sakunevenda, tout le monde joue le Sakunevenda joue le catholique alors qu'il n'est pas catholique, mais il n'y a pas d'opposition. L'opposition peut se faire si le Sakunevunda et le Monembata sont contre le pouvoir. Puisqu'en fait, Sakunevunda et le Monembata, ce sont souvent les frères. Pas juste des frères claniques, mais des frères même du terrain. L'aîné, on met l'aîné Sakunevunda, donc le grand chef religieux. Le cadet devient Monembata. Voilà. Le modèle, c'est un peu ça. Et à ce moment-là, non, en tout cas pour Reine de Vitakanga, il n'y a pas du coup de rivalité. Au contraire, c'est le moment où toutes les forces Congo convergent en fait. Pourquoi? Parce que Vitakanga lutte contre les Portugais. Donc tout le monde est d'accord. Il n'y a pas la désunion comme à l'époque de son père. C'est ça qui fait la force de Vitakanga. Une autre anecdote qui prouve sa position. Donc là, il y a une lettre qui est datée du 13 avril 1964, lettre de Vitakanga. En fait, il y a un conflit qui oppose des missionnaires et des Nganga. Sauf qu'il y a un Soba. Donc les Sobas, rappelez-vous, c'est les chefs Bundu. Donc Nebwango, qui lui, il est fidèle à Luanda, donc à la colonie portugaise d'Angola. Alors, il y a un conflit. Le conflit donc, entre des Nganga, donc des prêtres traditionnels, et des missionnaires. Vitakanga, il fait preuve de bonne foi, mais il soutient plutôt les Nganga que les missionnaires. Voilà. Ce qui prouve, et ça mécontente aussi Luanda, parce qu'il va débouter le Soba qui est soumis à Luanda. Il déboute les missionnaires, mais en même temps, il les ménage, mais il ne châtie pas les Nganga. Donc, ce qui prouve déjà sa ligne, et ça, sa ligne pro-Congo, pro-Nzila Congo, pro-Bukongo, et ça, c'était populaire. Ça, c'était populaire, parce que la religion du peuple, c'est le Bukongo. Le catholicisme, c'est la religion des élites. C'est la religion des élites, le catholicisme, à ce moment-là. Donc, c'est parce que les baptêmes là qui faisaient par milliers, les gens, pour eux, c'était voilà, c'est des ablutions, voilà, c'est pas pas c'est pas le catholicisme. Les gens ne comprenaient pas tout le catholicisme, ils le prenaient que dans la manière, c'est quelque chose qui va nous donner la bénédiction, mais comme la bénédiction des ancêtres, des esprits, des Sibimiamaza, tout simplement, des esprits de l'eau. Voilà. Donc voilà un peu la situation, mais le tournant vient très vite, il vient du coup en 1664, je ne sais pas si je peux enchaîner. Oui, tu peux enchaîner pour qu'on rende Alors, compte du sujet. 1664, c'est une question territoriale qui va pousser le Casus Belli. Des territoires aujourd'hui qu'on appelle les Dembos. Donc les Dembos, c'est aujourd'hui des territoires qui ont un peu de frontière linguistique entre le Kimbundu et le Kikongo. C'est-à-dire que vous avez des Mfumu, Congo, vous avez des Soba, Bundu.
Bon, de base, c'est une zone qui se rattache à Congo-Diantotila de manière globale, avant l'arrivée des Portugais. Mais depuis l'arrivée des Portugais, ben, ça crée une dissension. Et c'est du coup des territoires qui sont revendiqués un peu par tout le monde. Djinga, avant, elle avait réussi à tirer son épingle du jeu et à dominer ces territoires. Ok. Sauf que Djinga, en 1961, elle est très vieille. Elle est morte en 63. Maintenant, il y a un tournant. Vraiment, en avril 1964, Vita Kanga, il refuse encore de donner les mines d'or. Mais il y a un Kimuku, donc un district qui s'appelle. Il y a deux districts, le district de Mbula et le district de Wand. Alors, ces deux districts qui se situent dans les Dembos, de base, le Mwene Wandu, il est nommé par le Ntotila. Sauf que la reine Djinga, donc Djinga Mbandi, en 1650, elle avait envahi ces deux régions-là. Elle avait tué le Mwene Wandu. Donc, elle a créé un vide. Elle a créé un conflit. Maintenant, il y a deux frères qui se battent pour le pouvoir. Il y en a un qui est soutenu par Kangalukeni et un qui va être soutenu par Njinga à l'époque. Donc Kangalukeni, le père de Vita Kanga. Quand ce gars-là qui a été soutenu par le père de Vita Kanga, il meurt, donc en 1663, il y a un nouveau Mwene Wandu. En 1663, ce nouveau Mwene Wandu, lui, il refuse de reconnaître Vita Kanga, puisque le roi, il doit confirmer à chaque fois, chaque Mwene. Donc, il refuse. Il refuse. À ce moment-là, Djinga, qui est vers la femme et qui n'est pas encore morte, elle agit pour Vita Kanga et en fait, elle fait le ménage pour Vita Kanga, Djinga. Qu'est-ce qu'ils sont alliés les deux. Sauf que quand elle meurt, eh ben, il y a un nouveau Mwene Wandu qui conteste. Alors, je dis son nom, donc Antonio Afonso. Cette fois-ci, il y a le Mwene Mbamba, qui était donc le gouverneur de la province de Mbamba, qui lui est fidèle à Vita Kanga. Il chasse ce Mwene Wandu. Sauf que ce Mwene Wandu qui est chassé, il va se réfugier chez Mbula. Donc, c'est un district voisin qui est dirigé par Isabelle, Donna Isabella. Donc, Donna Isabella, elle aussi, elle a peur de se faire chasser par Vita Kanga. Donc, c'est Donna Isabella qui a accueilli celui qui s'est fait chasser, là, le Mwene Wandu, Antonio Afonso. Comme elle a peur que Vita Kanga la chasse de nouveau, elle a dit, bon, moi, je veux m'allier à Luanda. Donc, je veux m'allier à Luanda, donc Sao Paulo de Luanda, aux Portugais. Comme ça, les Portugais vont garder ma place. Donc, si je comprends bien, on a deux chefs de district Congo Oui. qui vont faire allégeance à la couronne portugaise Oui. parce qu'ils ne veulent pas reconnaître l'autorité de Vita Kanga. Oui, et pour peur de perdre leur place. Et c'est une région stratégique. Pourquoi c'est une région stratégique? C'est la région, aujourd'hui, c'est dans la province de Ouige, donc c'est pas loin du Congo, du Kwango. Ben, il y a les mines, en fait. C'est la région. Les mines de c'est une cuivre des régions. Oui, après les mines de cuivre, il y en a partout. Il y a la mine d'Ouli, tout ça. Il y en a même au Congo central. Mais c'est une des régions vraiment stratégiques parce que ça fait la jonction. Et c'est pas trop loin aussi des Jaga, des Lunda Chokwe, donc des routes commerciales vers l'intérieur de l'Afrique. Donc, c'est qui, en fait, maintient cette région, contrôle le commerce intérieur. Donc, tu n'as pas que les mines. Tu as les mines et tu as la maîtrise des réseaux, maîtrise des routes, maîtrise des espaces fluides. Et c'est ça qui fait la puissance. Si tu maîtrises un territoire, mais que tu n'as pas de route et tu n'as rien pour exporter tes biens, tu peux être riche comme tu veux. Si tu ne peux pas exporter tes ressources, le diamant, tu ne le manges pas. Mais si tu maîtrises des routes et tu maîtrises les routes où tout le monde passe, tu peux être démuni. Il suffit que tu taxes tout ce qui se passe et tu as de l'argent. Donc, du coup, cette région stratégique. Donc, l'acte de vassalité, la trahison, il faut dire les mots, est datée elle aussi, le 1er janvier 1664. Donc, pendant que vous, là, vous faites le nouvel an, à vous enjailler, et ben vous célébrez la traîtrise de Congo-Diantotila. L'indépendance d'Haïti, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des dates qui... Oui, c'est vrai. Donc,
En échange de la protection, je continue, en échange de la protection de Luanda, du coup, elle, Isabelle Nembula, elle promet de révéler où sont les mines. En fait. Donc, c'est là que le casus belli, il est là. Et autre date importante, donc les préparatifs, 13 juillet 1865, c'est le fameux appel de mobilisation nationale de Vitakanga, donc je vous le dis. Don Antonio promet du nom par la grâce divine, roi du très antique royaume de Congo, d'Angola, Matamba, Lula Nsonso, seigneur des Ambundu et des Matombula, ce qui signifie homme mort et ressuscité. Sachant que cette note-là, c'est pas la mienne, c'est dans le texte original. Donc, et Matambula, les hommes morts et ressuscités, c'est aussi le nom des adeptes d'une Kimpashi. Donc, ce qui prouve bien que Vitakanga était un initié d'une Kimpashi. Et d'autres Kimpashi, qui est une école initiatives initiatique. Congo, Oui. qui était existante aussi de cette époque-là. C'est pas quelque chose qui est né au 19e siècle. Le Kimpashi était effectué depuis Congo Ntotila. Donc, ça prouve que Vitakanga est un initié, même pas juste un initié, parce qu'il dit un maître initié, donc un Ngudi Anganga. Un Ngudi Anganga du Kimpashi et un membre aussi du Lemba via son père. Je ferme cette parenthèse. Et d'autres nombreux domaines comprenant les régions d'en deçà et de là du fleuve Zaïre, Mwanza, voilà. Donc, son appel, c'est que toute personne de quelque qualité qu'elle soit, noble ou artisan, pauvre ou riche, capable de porter des armes dans toutes les villes, villages et hameaux de mes royaumes, provinces et seigneuries, d'aller dans les 10 prochains jours s'enrôler auprès de ses capitaines, gouverneurs, ducs, comtes, marquis, pour partir défendre nos terres, propriétés, enfants et femmes, nos propres vies et nos libertés, dont la nation portugaise veut s'emparer pour les dominer. 13 juillet 1665. Voilà. Donc, je ne veux plus voir de 14 juillet ici. 13 juillet 1665. Donc, cet appel-là, en fait, c'est un appel général de Vitakanga pour que tous les hommes Congo puissent être Ouais. prêts à se battre contre les Oui. troupes coloniales de Luanda. Oui. Et j'irai plus loin, parce que le but, c'était. Vitakanga n'était pas dans une posture juste défensive, mais offensive. Vitakanga voulait marcher sur Luanda. En fait, c'est après que la rencontre va se faire à Ulanga, parce que les Portugais vont justement essayer de prendre de court, empêcher que toute l'armée Congo se dirige vers Luanda. Parce que chez les Congo, enfin, quand le Ntotila se lève en guerre, lui-même, tout le monde est censé aller en guerre. Ça, c'est le principe. Les autres Ntotila ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Mais parce qu'ils étaient contestés. Sauf que Vitakanga était considéré comme un Ntotila légitime, celui qui défend l'intérêt de la nation et du peuple. Donc, tout le monde a participé. C'est pour ça qu'il était une menace, plus que les autres Ntotila. Donc, cet appel-là, on sait qu'il a été diffusé oralement, voilà, etc., dans la majorité. Mais après, maintenant, il y a la logistique aussi. L'armée Congo est majoritairement une infanterie. Rassembler les gens, ça prend énormément de temps. Surtout, il faut la logistique. Souvent, dans les sources, on dit oui, il n'y a pas de logistique, c'est-à-dire on se bat et on n'a plus de nourriture, on rentre chez soi. Non. Il y avait un service. Il y avait un service où justement, il y avait des hommes et des femmes Pourquoi il y avait des hommes et des femmes sur les champs de bataille? Les gens ne sont pas fous. Ils n'amènent pas leurs femmes sur le champ de bataille. Mais s'ils meurent et maintenant on attaque la femme, enfin, non. C'est en fait, les femmes servaient à faire l'intendance, à amener la nourriture. Donc, à participer à l'effort de guerre. À participer à l'effort de guerre. Mais ce qui est une façon qui est obligatoire quand tu fais une guerre sur le long terme. Tu ne peux pas gagner si tu ne mobilises pas toutes les forces vives de la société. C'est impossible. Et ça, les Congolais l'ont bien compris. En plus, même rituellement, déjà, sur le plan rituel déjà, un Congo ne va pas à la guerre, comment dirais-je, si sa femme ne le bénit pas. Soit sa mère, soit sa femme, qui te protège rituellement avant d'aller aller à la guerre. Bon là, parce qu'on ne parle pas explicitement de la guerre, mais si un jour on fait un truc sur la guerre, je pourrais parler de comment les Congos font la guerre au Congo Ntotila, et rituellement parlant, voilà, ça passe aussi par là. Donc du coup, il y a en septembre 1665, donc là, on sent que la guerre va venir, etc. Le Conseil d'Outre-mer. Donc, le Conseil d'Outre-mer, c'est un organe à Lisbonne qui gère en fait l'empire colonial et qui déclare que la guerre est imminente contre Congo Ntotila, contre le Congo.
Enfin, le Wandu. Toujours le Wandu. Donc, on retrouve notre fameux Alfonso, là, Antonio Alfonso. En fait, il est en guerre contre Amfumu, qui lui, il est fidèle à Vitakanga. Donc, une petite escarmouche. Il perd encore. Donc, il perd, escarmouche. Il se réfugie de nouveau chez Isabelle. Isabelle Nembula, Vitakanga lui dit, bon, il faut rendre ton gars là, et qu'on va le juger. Elle veut pas. Elle veut pas. Et au contraire, l'ambassadeur que Vitakanga a envoyé, elle le fait arrêter, elle le fait torturer et tout ça. Mais j'ai une question. Est-ce que après, on va dire la traîtrise de Isabelle Nimbula et de Dom Afonso, Ouais, Antonio Afonso. Antonio Afonso, est-ce que Vitakanga a tenté de les faire ramener à Banza Congo pour les juger? C'était la guerre après, Ok. directement. Parce que là, on est en Donc il n'y a pas eu septembre. de tentative de les ramener. Mais on t'envoie d'ambassadeur, toi tu le tortures. On va discuter pour dire quoi? Non, mais c'est une question. Pour essayer de les ramener. Il n'y a pas eu de tentative Ah, mais d'essayer de les peut-être ramener la à tentative l'ordre. de les ramener, il fallait eux-mêmes la force, parce qu'eux-mêmes ils Ouais. avaient des troupes. C'est-à-dire que tu pouvais pas, là tu peux pas faire une opération de police, en fait. Ok. C'est la guerre, parce que les deux, ce sont quand même des seigneurs de base. Ok. Donc ils avaient Ils une sont- certaine ils ont- autonomie. Oui, oui, oui. Ouais. Quand tu es Mouédé d'un Kimbuku, Il y a une escorte. voilà, Ouais. tu as plus que. Oui, tu as l'escorte et tu as des hommes. Sachant que leur Kimbuku, stratégiquement, Wandu Mbula, ils ont des mercenaires Jaka Yaka. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont au minimum quelques milliers d'hommes. Minimum. À Kimbuku, minimum, c'est 1500 hommes à peu près. C'est les Kimbuku qui bénéficient des routes commerciales, qui bénéficient du soutien selon financier de Luanda. Donc, quand tu envoies une opération policière, c'est maximum 50 personnes. Au-delà, c'est plus une opération policière. Hein. C'est une opération militaire, tout simplement. Donc, quand tu envoies 100, 200 hommes, là, tu es déjà dans une opération militaire. Donc, c'était plus possible. Donc, il n'y avait qu'une intervention militaire qui était nécessaire. Donc, c'est ça qui franchit le casus belli. Donc, c'est le fait que Isabella torture un ambassadeur. Donc, ce qui prouve aussi que Vitakanga n'est pas aussi un tyran sanguinaire. Parce que si sanguinaire, a envoyé l'armée tout de suite. Donc, non, il a envoyé un ambassadeur pour faire des pourparlers avec Isabella qui est une Congo, donc qui est une membre de son peuple. Mais c'est elle qui a fait le choix de réaffirmer sa vassalité envers Rwanda et les Portugais. Et en torturant l'ambassadeur, elle montre bien que c'est fini. Elle n'est pas là pour. Voilà. Elle a fait son choix. Et donc, à partir de là, l'armée de Congo d'Antotila se met en route. Alors, déjà, il fallait convoquer, parce que l'armée de Congo d'Antotila, c'est l'armée de chaque province. Donc, tout le monde converge à Banza Congo et ensuite, on se met en route vers là où le combat doit être mené. Alors, sauf que, on sait que se retrouve à Banza Congo, il n'y avait pas tout le monde. Et parce que le point de départ, c'était certes Mbouila, le district, et ensuite Luanda. Donc, c'est-à-dire que Mbouila, c'était en fait ne serait-ce que le point de ralliement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout le monde, il n'y avait pas toute l'armée. Il n'y avait pas toute l'armée. Donc, à Banza Congo, il y a le Mwene Mbamba, parce que Bamba, c'est à côté, c'est pas loin. Le Mwene Mbata, le Mwene Nsundi et le Mwene Mbumbi. Mais par exemple, il n'y a pas le Mwene Mpangu, par exemple. Il n'y a pas tout de suite le Mwene Soyo. Mais pas par défection, mais parce que en fait, c'est la logistique. La logistique. Et ça, c'est un des points majeurs des faiblesses des armées africaines anciennes. La faiblesse à l'échelle mondiale, hein. C'est-à-dire quand on compare aux armées européennes et asiatiques, c'est la logistique. Parce que la logistique, c'est ça qui permet de mener, de créer la symétrie, c'est-à-dire d'amener sur un point focal de ton ennemi, de concentrer tes forces pour le détruire. Ça, c'est la guerre moderne. Soit tu fais ça, soit tu fais la guérilla, c'est-à-dire que tu éparpilles les forces de l'ennemi pour le réduire à un petit nombre, où là, tu peux aussi le détruire. Bon. Quand on a gagné, souvent, c'est par la guérilla. Et quand on a perdu, c'est quand on n'a pas été capable aussi de créer la symétrie par le grand nombre. Bon, là, vous verrez le déroulement. Donc, sachant que le but de Vitakanga, là, c'est marcher sur Luanda. Ce n'est pas juste une guerre défensive, c'est une guerre offensive. Et donc, il y a les premiers affrontements le 25 octobre, mais le grand affrontement, c'est le 29 octobre.
Donc, aujourd'hui même, 29 octobre 1665. Alors, l'armée de Vitakanga, l'armée Congo, qu'on appelle aussi Kilombo Kia Congo, Kilombo, ça désigne l'armée ou le campement fortifié. Donc, Vitakanga, il mène personnellement les troupes. C'est un roi guerrier, Vitakanga. Alors, le lieu de la guerre, qui est aujourd'hui la province de Ouige, donc c'est une plaine rocailleuse. Une plaine, mais rocailleuse. Maintenant, l'armée, l'estimation de l'armée. Là, les chiffres. Voilà. Les chiffres maximalistes. Donc, maximalistes, ce n'est pas les chiffres. Il y a un missionnaire capucin italien, Guattini. Alors, là, on peut dire que, parce qu'il est venu au Royaume du Congo en 1669, donc 4 ans après. Mais lui, il parle de 900 000. Côté Congo. Côté Congo. Sauf que à 900 000, vous gagnez, en fait. Voilà. Donc, en fait, non, c'est juste qu'il y a eu l'effet de foule. Il y a l'effet de foule. Là, aujourd'hui, s'il y a une bande qui débarque, je sais pas moi, qui débarque parce que j'ai embrouillé quelqu'un, il débarque à 30, je veux dire, ils sont 70. L'effet de foule. Sachant qu'il n'était pas là. Et puis, les récits de l'époque aussi, parfois, sont exagérés. Par contre, il y a un autre chiffre qui parle de 100 000. Sachant qu'attention, il ne faisait pas la distinction entre les combattants et ceux qui amenaient la logistique. Donc, on est plutôt aux alentours de 40 000. Sachant que l'armée n'était pas complète parce que tout le monde n'était pas encore venu. En fait, les Portugais, ils sont venus à la rencontre de l'armée. Donc, ils ont interrompu, en fait, le grand rassemblement qui a pris du temps parce que nous faisons tout à pied, principalement. Donc, voilà. L'intendance Congo, elle est constituée par ce qu'on appelle les Kikumba. Kikumba, donc, ce sont les convois qui transportent les vivres et les effets militaires au-delà de ce que le guerrier Congo peut porter. Donc les Kikumba, il y avait des guerriers réservés et aussi les femmes qui portaient ces convois-là. Donc, sachant que les femmes guerrières, il n'y en a pas beaucoup. Des cas individuels, mais pas beaucoup. Les femmes qui étaient dans la guerre, donc soit les vivres, soit les nganga. Il y avait des femmes nganga, par contre, qui étaient spécifiées pour faire la guerre, pour bénir les guerriers et qui accompagnaient les guerriers à la guerre. Ça a testé. Donc voilà, ça c'est les forces Congo. Donc l'avant-garde est chargée et comment dire, gardée par le Monembamba. Ok. Le Monembamba. Qui d'autre? Il y a donc le Monembamba, 20 000 hommes sous ses hommes pour l'avant-garde. Donc une avant-garde conséquente. Et Vitakanga accompagné aussi de son parent, donc comment s'appelle, l'abbé Loubiladio, il est avec lui, voilà, qui est capucin, etc., mais qui accompagne son parent, donc plutôt son neveu, jusqu'au bout, y compris sur le champ de bataille. Donc en termes de formation finale, la formation finale de l'armée, hein, donc plusieurs lignes. L'avant-garde, c'est le Monembamba, qui est soutenu par le Monempemba. Donc Pemba, c'est la province centrale de Pembakashi. Donc c'est un Mouéné de moindre importance parce qu'il y a déjà le Ntotila Banza Congo. Donc voilà. Mais numériquement, il n'est pas très important, mais rituellement, il est important. Donc, eux, c'est la première ligne de front. Ensuite, et dans cette première ligne de front, il faut savoir qu'il y a les mousquetaires. Donc, les mousquetaires, attendez doucement, c'est juste les personnes qui ont des mousquets. Voilà. Donc, les personnes qui ont des mousquets, qui ont des armes à feu, qui sont du coup devant, pour augmenter la puissance de feu du devant. Souvent, dans les guerres africaines anciennes, l'engagement compte énormément pour l'aspect psychologique, en fait. Il faut briser l'adversaire dès le début pour ensuite créer la fuite et ensuite vous tuer les fuyards ou vous les capturez, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on met tout dès le début. J'ai juste une question, une question qui m'a été posée. Tout à l'heure, tu parlais de Nganga qui était là, Oui. notamment sur le champ de bataille pour bénir ceux qui allaient combattre. Oui. Et donc, du coup, on m'a demandé, est-ce qu'il y avait utilisation d'armes mystiques? Oui, il y a utilisation d'armes mystiques, mais moi, je suis perplexe sur ça. En tant qu'historien militaire, voilà, les Makubungo, les Bunjaluka, oui, mais maintenant,
attester de l'efficacité de ça, moi, je suis réservé. Voilà. Je suis réservé. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais voilà, en tant qu'histoire militaire, faut regarder les faits. C'est-à-dire des batailles qui ont été gagnées grâce à ça. Je veux les qu'on me les montre. Et qui ont été gagnées uniquement par rapport à ça, c'est-à-dire en position vraiment défavorable, avec une puissance de feu défavorable, qu'on gagne par rapport à ça, non. Je peux reconnaître le gain psychologique, ça c'est vrai. Le gain physiologique à transcender la douleur, oui. Ça, c'est attesté. Maintenant, si vous rentrez dans le cas de Bundjaluka, c'est la téléportation, tout ça. Bon, là, si vous rentrez dans ce genre de cas, moi, je suis réservé. Voilà. Donc, voilà. La deuxième ligne, elle est sur la commande directe de Vitakanga. À côté de lui, il y a l'appareil militaire du Lumbu. Donc, Lumbu, c'est le conseil royal. Parce que vous savez, l'état-major, c'est le Ntotila et le Mwenembamba. Mais à côté de ça, vous avez l'appareil militaire qui est un peu détaché. Donc, vous avez Nempungu Alungu. Nempungu Alungu, c'est le maître d'armes. Nempungu Alungu. Nempungu Alungu. C'est le pendant gémellaire, donc jumeau, du Matamakongo. Matamakongo, c'est un louvila, mais ce louvila de base, c'est une fonction. Donc, Matamakongo, c'est-à-dire les armes de Congo, les arcs de Congo. Donc, voilà. Et vous avez aussi Lombi Kibenga. Donc, Kibenga, qui est un titre qui désigne le commandant militaire d'élite. Donc, voilà, et qui était là aussi. Et qui sont auprès d'une Totila. Donc, c'est un peu l'élite, on va dire. Donc, si je répète les titres, Nepungu Alungu, Matamakongo et Lombi Kibenga. Ce sont les titres militaires Congo, des fonctions militaires Congo. Parce que, voilà, eux, c'est vraiment des gens qui font que la guerre. Ce n'est pas des mouennés qui sont politiques, qui sont à la guerre. Non, eux, ce sont vraiment des guerriers. Et eux, ils sont avec Vitakanga. Et à l'arrière, ceux qui gardent du coup les Kikumba, donc les convois logistiques, vous avez ceux qui les protègent, vous avez le Mwene Bengo. Donc la province de Bengo, c'est une petite province qui de base fait partie de Mwene de Pemba, mais qui s'est un peu détaché. Donc voilà. Et c'est lui qui garde l'arrière. Alors, cas aussi important, les neveux de Vitakanga sont à la guerre. Ils ont 6 ans et 7 ans, ils sont là. Et quand on se bat Donc, pour du coup, Congo, c'est c'était quoi l'âge minimal de personnes? Il n'y a pas d'âge minimum, puisqu'apparemment son fils d'âge d'un an, il était là aussi. Non, non, t'abuses, non. Bah, c'est la survie du royaume. Voilà, oui. Quand on se bat, on se bat. Eh oui. Ah non, il va faire quoi? Ah, mais écoute, Écoute, soit nous vivons tous, soit nous mourrons tous. Mais c'est ça, Vitakanga aussi. C'est pour ça qu'il est vénéré. C'est pas quelqu'un qui était dans la demi-mesure, oui. Ok, bon, je continue. Alors, du côté de Luanda, donc du côté des Portugais, donc le dirigeant, c'est Luis Lopes de Sequeira. Donc, comme je dis, c'est un métis bundu portugais. Ok. Son père, il est portugais. Son père, c'est un soldat portugais. Sa mère, bundu. Il est né à Luanda aux alentours de 1624. Donc, il a la trentaine, okay, à ce moment-là. Alors, c'est un pur produit du colonialisme portugais. Alors, son père, c'est un capitaine d'infanterie, Domingos Lopes de Sequeira. C'est son père. Et il est mort en 1645 dans une bataille contre les Yakai de Bundu, contre Jinga, en fait. Voilà. Donc, les troupes de Jinga ont tué son père. Donc, lui, c'est quelqu'un déjà qui est dans la vengeance contre les Africains. Jinga était Dongo, qui a été complètement phagocyté par la colonie portugaise d'Angola, en fait. Elle s'est alliée avec le père de Vitakanga, justement. Et même avec Vitakanga, mais elle était déjà très vieille quand Vitakanga est monté sur le trône. Et ses troupes ont tué le père de celui qui fait l'attaque contre Congo. C'est lui qui avait été récompensé par l'attribution de la terre, hein? Non, ça c'était des Congos. Parce que lui c'est carrément un soldat qui se bat pour les Portugais. C'est même pas un chef Congo qui a fait défection. Lui, c'est, comment dirais-je, lui, c'est un métis bundu portugais qui a toujours vécu pour lui à Luanda. Ah, son père, c'est un Portugais.
Oui, mais celui qui avait bénéficié de l'attribution de... Ah non, ça c'est là, c'est là, tu comprends avec le fondateur de Luanda. Ah, d'accord. Ça c'est plus loin, ça c'est le siècle dernier. D'accord. Alors une chose qui était importante, lui il a fui Luanda aussi dans son adolescence, son enfance, avec ses parents, quand les Hollandais ont conquis Luanda. Donc c'est quelqu'un qui est dans la revanche déjà, c'est un revanchard. Il a participé à la reconquête de Luanda par les Portugais. Donc voici comment dirais-je, une description donnée par un de ses capitaines. C'était un homme né et élevé en Angola, possédant une grande expérience du pays, dont il connaissait fort bien la langue, donc il parle Kibundu et Kikongo. Fort habile dans les ruses de guerre des Noirs, toute qualité fort nécessaire dans ces régions, ce qu'on appelle la preta guerra, la guerre noire en portugais. Preta guerra. Donc, c'est un homme expérimenté et c'est l'homme de confiance du gouverneur de Luanda, André Vidal de Negreiros. Et d'ailleurs, il a été chargé de faire les prospections minières en 1664. Donc, c'est pas juste. De base, c'est un militaire, mais ensuite, c'est devenu un homme de confiance, quoi. Donc, c'est devenu le bras armé. Donc ça veut dire quand tu dis qu'il a fait enfin, le chef de l'armée, enfin des troupes coloniales portugaises a fait des prospections minières. Oui. C'est-à-dire ils n'ont pas tenu compte des menaces de Vita Kanga. Ah, bien sûr Ils ont que quand non. même cherché Ben oui. à découvrir les mines de cuivre du Royaume-Congo. Avant même qu'ils disent qu'on veut les mines, ils ont prospecté. Ok. Depuis Alfonso Ier Zingavemba, ils prospectaient. Sauf qu'ils n'ont pas découvert. Ouais. Les mines de Mindouli, là, elles ont été cherchées, ça a été découvert juste c'est les Belges qui ont découvert les mines de Mindouli au 19e siècle. C'est même pas les Français. Donc ces fameuses mines-là que les colons ont toujours cherchées, on les a découvertes très tardivement. Les Portugais ne sont jamais tombés dessus avant l'époque coloniale contemporaine. Donc parce qu'on les a dribblés. Voilà. On les a dribblés. Donc ça, c'est le chef. Ça, c'est le chef, sachant que dans les troupes, il y a les troupes coloniales portugaises, il y a les mercenaires, Yaka et Mangala, et il y a les Congos de Wandu et de Mbula apportés par Isabelle Nebuila et Anthony Afonso. Donc c'est vraiment une force hétérogène, mais composite. Voilà. Alors, les sources portugaises, le nom contingent, donc ils disent qu'il y avait à peu près, donc, ils disent 306 mousquetaires portugais armés de fusils à mousquet, assistés par 7000 Imbangala. Bon, ça c'est un chiffre qui a à revoir à la hausse pour les mousquetaires portugais, parce qu'on a d'autres sources, donc on est entre 500 et 1000 mousquetaires portugais. En plus, il y avait des mercenaires aussi, pas juste Imbangala, mais des mercenaires aussi Tupi. Donc les Tupi, les Brésiliens. Oui, oui, amenés par les Portugais, en grand nombre. Donc ils étaient présents. Donc les forces d'appoint d'infanterie, c'est les Tupi et les Imbangala Jaka, qui sont des mercenaires aussi. Et également ce qu'on appelait des mousquetaires noirs. Donc des mousquetaires noirs, en fait, ce sont les créoles de Luanda qui ont des armes à feu et qui se sont battus pour la colonie portugaise de Luanda. On a les noms aussi des capitaines portugais, donc, qui sont tous des vétérans des guerres brésiliennes. Donc Manuel, je vous dis les noms, hein, Manuel Nunes Barreto, Balthazar Luis Pimentel, Antonio Barreto, voilà, etc. Donc vous avez le contingent et important, vous avez de l'artillerie. Donc au-delà des mousquetaires, vous avez deux canons qui vont être placés en hauteur. Donc l'ordre de bataille des Portugais est structuré de manière à tirer au mieux leur avantage géographique. Donc la plaine est rocailleuse, donc les Portugais vont se mettre systématiquement sur les quelques surplombs en hauteur de cette plaine-là rocailleuse. Donc là, dans la description, les Portugais ont les drapeaux noirs de guerre, etc. Et on a même des renforts qui sont postés, qui sont menés du coup par le capitaine Domingos de Fota. Donc voilà, les Portugais aussi, ils ont leur tactique militaire, etc. Pour ce qui est de l'armement, côté Congo. Alors, l'arme de prédiction, c'est l'arc. Même si on a comment dirais-je, quelques fusils, etc. On a aussi des épées, on a aussi des boucliers. Il y a un bataillon Congo de 800 Mfumu, donc de 800 chefs, et qui sont accompagnés de 180 à peu près mousquetaires. Et il y a un capitaine métis Congo-portugais qui se bat pour Banza Congo, donc Pedro Dias de Cabral. Voilà.
Et il y aurait aussi quelques Portugais, Mundele, qui se sont battus pour Vitakanga. Parce que tous les Blancs portugais n'avaient pas fui Banza Congo. Et il y a des Portugais qui se sentaient chez eux, en fait. Donc, ils se sont battus pour eux, ce qu'ils considèrent comme le pays. Congo d'Intouda contre Luanda. Les Blancs Ah, portugais c'est sont battus contre le Portugal, c'est ça? Oui, oui. Donc, il y en a eu. Ça, c'est la complexité de l'histoire et de la vie, tout simplement. Donc, voilà. C'est aussi l'histoire de la révolte des Zaïre. Oui, bien plus tard. Ouais, bien plus tard, oui. Alors, quelle est la stratégie Vitakanga? La stratégie Vitakanga, c'est de submerger les Portugais par le nombre. OK? D'où le fait d'avoir une avant-garde de 20 000 hommes. Donc, le choc frontal, il est fait aussi pour briser la cohésion tactique des Portugais. Parce que la cohésion des troupes portugaises est très forte, donc il faut la briser par une offensive très forte. Et pour les empêcher de trop utiliser leurs canons, parce que les canons effraient. Donc, l'arrogance des Congos, en tout cas, pointée par les Portugais, qui auraient dit que bon, voilà, désolé pour la phrase, mais n'importe lequel de ces vassaux a plus de valeur que n'importe quel de ces petits blancs. Bon, ça, c'est les Portugais qui disent ça, que les Congos disent ça. Donc, le Moné Bamba, il mène la charge. Donc, en avant, Luis Lopez de Sequeira, qui dirige l'armée, il fait avancer 3 compagnies. Donc, chacun, en fait, voulait couper la tête de l'état-major. Donc, couper celui qui dirige les armées pour ensuite créer la panique et la désorganisation. Mais le Moné Bamba, ils ont été surpris par la puissance des armes à feu. Parce que les mousquets que ont les Congos, ils sont déjà, je dirais, obsolètes pour une guerre à ce moment-là. Là, on est déjà passé du côté portugais dans les fusils à platine de silex, qui sont supérieurs en termes de cadence de tir. Donc déjà, le Moné Bamba, il va commencer il meurt, tout simplement. Il meurt face aux canonnades. Donc le Moné Bamba, le Moné Pamba, c'est les premiers commandants et nobles Congo qui meurent. Mais les vagues d'assaut Congo continuent. Ok. Donc en fait, limite, c'est pas les gens marchent sur les cadavres de leurs camarades pour atteindre les Portugais. Du coup, cette stratégie-là marche, mais c'est une stratégie qui est coûteuse en vie humaine. Donc, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est Vitakanga lui-même qui mène l'assaut. Et, comment dirais-je, là, cette tactique-là va fonctionner au début parce que les gens voient leur roi se battre, donc ils sont galvanisés et gagnent, etc. Il est décrit ainsi par ses ennemis. Le roi est égal à un grand capitaine, l'homme le plus courageux à travers les âges. Il marchait avant avec une épée, les exhortant avec des mots et par l'exemple. Donc c'est le courage de Vitakanga qui était toujours connu pour ça. Donc, il fait peur du coup aux troupes Imbangala et Yaka, etc. Sauf que, voilà, devant tant de puissance, 4000 de nos noirs, donc là je parle des Portugais, et les 360 Portugais, pas du tout découragés, prient Jésus-Christ et choisissant ainsi des avantages, combattre 6 heures admirablement. Donc ils résistent, mais leur nombre décroît. Et là, il y a un changement stratégique, il faut viser le contingent royal de Vitakanga. Donc à partir du moment où les assauts vont diriger contre le contingent royal de Vitakanga et le diminuer peu à peu et surtout les viser avec les canons. Et bien, à force de viser avec le canon, au début, on va disperser le Quilombo royal. On le disperse, on essaie de l'isoler. Donc, il y a une bonne partie de la garde de Vitakanga qui en fait se fait bombarder, canonner. Il est isolé. Donc, il est blessé. On est d'accord qu'il y a seulement 2 canons. Il y a 2 canons. Mais le fait d'avoir 2 canons, c'est l'usage tactique de ces 2 canons. Oui, mais la guérilla est située où? C'est une plaine? C'est une plaine, je l'ai dit tout à l'heure. C'est une plaine, très bien. Ça veut dire que... C'est une plaine rocailleuse. Donc, c'est une plaine avec quelques positions hauteur. Et les Portugais étant arrivés là avant, ils ont pris en fait toutes les positions hauteur. Puisque là, le champ de bataille était imposé par les Portugais. Puisque l'armée Congo, c'est une armée Congo qui est en préparation, où se rassembler. Donc, les Portugais sont venus interrompre cette préparation sur un terrain qu'ils avaient choisi pour mener cette bataille-là. Donc, Congo a pris les devants, mais les Portugais ont pris les devants.
Et vu que les Portugais ont des moyens de locomotion plus rapides, avec des chariots, etc., des chariots à roues, même s'il n'y a pas trop de chevaux, parce que les chevaux ne supportent pas la mouchetse, les chariots à roues pour transporter du matériel, c'est plus efficace que quand vous le portez juste avec des brancards ou à dos d'homme. Oui. Je voudrais savoir, pendant ce temps, pendant ce laps, les Espagnols, ils étaient où en fait? Les Espagnols n'ont pas répondu à l'appel de Vita-Commandant. Non, je veux dire, quand on voit le Portugal et l'Espagne, on voit l'Espagne, c'est beaucoup plus bas. Oui, mais où est le rapport du coup? L'Espagne n'a pas agi, puisque l'Espagne n'avait pas d'intérêt à agir, en tout cas à ce moment-là. Même s'ils sont en guerre contre le Portugal, enfin, c'était une guerre feutrée. À ce moment-là, en 1665, l'Espagne n'est plus en guerre ouverte contre le Portugal. Même si l'Espagne tente toujours de réassujettir le Portugal, l'Espagne elle-même est en crise, et notamment contre l'Angleterre, le rival. C'est plus l'Angleterre le problème de l'Espagne que du Portugal. Les Portugais, ils attaquent en bas, l'Espagne, ils étaient en train de se battre en haut. Oui, mais de toute façon, l'Espagne n'a jamais combattu dans cette région-là. Non, mais Donc, c'est pas l'Espagne n'est pas un acteur de cette région. En tout cas, direct. L'acteur direct autre, c'était les Hollandais. Et les Hollandais, ils ont été chassés par les Portugais. Donc, je reprends. Donc, il vise le Vitakanga après. Il est blessé. Et les détails exacts. Le roi, qui se voit presque seul, crut trouver asile derrière un rocher qu'il dérobait à la vue des vainqueurs. Mais un boulet de canon fracassa le rocher et l'ensevelit sous les ruines. Donc ensuite, c'est le fait qu'il a été canonné lui-même, qu'il a été assommé. Et après, il a été décapité par Animbangala. Et là, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Son parent, l'abbé, comment ça s'appelle, Lubeladio, il se fait tuer aussi, à ses côtés. Et il y a plusieurs, en fait, gens fidèles à Vita-Congo qui se font tuer. Donc là, la panique ensuite envahit les troupes Congo parce que, en fait, il n'y a pas que bon, c'est pas juste la mort simple de Vitakanga, c'est qu'ils ont ciblé les chefs d'état-major. Donc, ils ont tous été décimés. Beaucoup. Il y a plus de, comment ça s'appelle? Plus de 800 Fumu qui sont morts, plus 100 nobles qui sont morts. C'est le Quilombo qui est tombé carrément. Le Quilombo royal, Ouais. l'ensemble du Quilombo royal a été liquidé. Okay. Tous les grands du royaume qui étaient à cette bataille-là sont morts. Okay. Donc, c'est ça aussi qui va créer après derrière la guerre civile. Parce que il y a des postes qui se libèrent, il y a des ambitions qui se libèrent. Donc, et ce n'est pas forcément les meilleurs. Les meilleurs, en fait, ils sont partis. Ceux qui étaient le plus aptes et surtout le plus altruiste, c'est ceux qui sont combattus, en fait, ceux qui ont risqué leur vie. Ceux qui sont restés, c'est soit parce qu'ils étaient trop jeunes, soit parce qu'ils n'étaient pas aptes. Donc, voilà, sur le chiffre exact. Voilà. Ça ressemble un peu à l'aristocratie française avec les guerres où les aristocrates vont tous mourir en guerre, donc ce sont eux des... Pas tout à fait. Parce que là, chez les Congos, les entre guillemets aristocrates, les chefs, ils dirigent, mais c'est pas que qu'il faut dire, tout le monde fait la guerre. Sauf que eux, quand ils meurent, vu que ce sont les chefs, après les chefs, il faut les remplacer. Bon, j'expliquerai ça après un peu plus tard, les conséquences. Donc après, en termes de chiffres, donc on a au moins 98 mouénés. Donc les mouénés, c'est les gouverneurs de province, de district. Et ensuite, on a 400, donc en portugais, fidalgos. Mais en gros, c'est des titres de noblesse portugais, mais en fait, c'est aussi des mfumu, ou c'est les petits chefs de tirée, donc les mafuku, les macaï, etc., qui sont morts, en fait. Au-delà des hommes, des personnes, des simples guerriers. Donc, en fait, c'est une grande partie de toute la noblesse, tous ceux qui dirigent, en fait, se sont fait liquider. Et ça, c'est un cas sans précédent parce qu'on n'a jamais eu autant de pertes de chefs qui meurent en même temps, au même moment. En fait. C'est ça, en fait, qui fait que cette déroute-là, elle est importante. Maintenant, la déroute totale a été évitée. Totale, c'est-à-dire en termes de perte de vie humaine, parce que le Mwene Bengo, qui gardait l'arrière, en fait, il s'est sacrifié pour permettre en fait à l'arrière de partir.
et de permettre en fait que ceux qui étaient blessés de fuir en fait. Donc il s'est sacrifié le Munembengo et ça qui a empêché à ce que ce soit vraiment un massacre ou aussi au-delà des massacres capturer les gens pour les déporter en esclavage, que c'est ça le but aussi. C'est une guerre esclavagiste, ça il faut jamais l'oublier. Et est-ce que justement il y a des personnes qui ont été capturées Alors et oui, menées en plein, esclavage? plein. Parce que, alors, justement, que ça soit on a retrouvé ça, notamment au Brésil, dans le Quilombo, et aussi à Haïti. Il y a eu beaucoup de vétérans de ces guerres-là et de guerre de la bataille de Mbula qui sont retrouvés à Haïti. Ça, c'est attesté. Il y a un article qui a été fait dessus. C'est impossible que ces guerres-là que l'on situe au Congo ne soient pas des guerres situées en Haïti, ce qui fait qu'ils aient la mémoire de ces guerres. C'est-à-dire que, est-ce que ces guerres sont vraiment passées sur Ben, bien sûr. Ils ne se sont pas Non, passées ben sur non. des récits C'est américains qui ont été reportés non, sur, parce que ces guerres-là, ces récits-là de ces guerres-là, les lieux existent, la mémoire des clans existe, on sait qui a participé ou pas. Toute la mémoire clanique de la majorité des clans Congo maintient la mémoire de la bataille de Mbula, parce qu'il y a beaucoup d'ancêtres, que ce soit des ancêtres qui ont combattu à cette guerre ou des ancêtres qui sont partis dans les conséquences de ces guerres-là en termes de migration. La bataille de Mbula a une place vraiment centrale parce qu'il y a eu un véritable avant, après. Donc la tête, oui. Ok. La tête décapitée de Vitakanga, elle a été ensuite prise par les Portugais qui l'ont mis dans un coffret de velours, etc. Qui est enterré à l'église Notre-Dame de Nazareth à Luanda sous une croix. Voilà. Et là, c'est la tête de Vitakanga. Ben, Luanda veut garder parce qu'il y en a qui veulent remettre à Banza Congo, mais en même temps, pour Luanda, ça fait un lieu touristique où les gens viennent, donc ils ne veulent pas la déterrer. Donc ça, c'est les intérêts actuels. La couronne a été capturée, mais ensuite elle a été restituée bien plus tard. Elle a été restituée parce qu'elle est à Banza Congo, la couronne. Voilà, oui, parce que j'avais me lancer dans ce combat aussi, mais bon, j'ai vu qu'il avait déjà récupéré. Donc, bon. Donc la couronne, la couronne avait été récupérée. Le fils de Vitakanga lui a été capturé. Donc le fils d'un an. Celui d'un an. Ouais. Donc, il s'appelle Don Francisco de Menez Kankamakaya. Et il y a aussi un jésuite qui était parent de Vita Congo qui a été capturé à Luanda. Et on sait ce qu'ils sont devenus? Alors, Don Francisco, lui, était élevé par les Portugais pour devenir une marionnette et après on l'a envoyé à Banza Congo. Sauf que les gens l'ont considéré comme trop portugais en fait. Donc du coup, il n'a eu aucun rôle. Voilà. Il n'a eu aucun rôle. Il n'a eu aucun rôle. Mais il y a eu, du coup, victoire fêtée à Luanda. Pourquoi? Parce que, les gens avaient quand même peur de Vitakanga et du Royaume Congo qui était la puissance africaine la plus puissante de la région. Donc, ils pouvaient détruire Luanda, donc ils étaient contents. Est-ce que c'est compréhensible que... Je m'étais promis pas trop. Est-ce que c'est compréhensible que la puissance africaine la plus puissante de la région se soit fait défaite uniquement par le Portugal? Oui, c'est compréhensible parce que je viens de l'expliquer. Donc, soit vous n'avez pas écouté ce que je viens de dire, ou peut-être je réexplique. Mais oui, de ce que je viens de dire, pour moi, c'est très compréhensible. Avec les canons, tout ça. Bah oui. Les canons, les points stratégiques. La logistique, la technologie. La guerre, c'est un tout. Ouais. La guerre, c'est un tout. On ne peut pas séparer les trucs. Mais je reviendrai tout à l'heure parce que je vais répondre. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Je vais prendre la question. Juste, il y a une question qui m'a été posée qui disait est-ce que c'est pas un sacrilège qu'il soit enterré dans une église catholique, enfin sa tête, alors qu'il n'était pas si catholique que ça? C'est pas à moi de dire si c'est un sacrilège ou pas. Moi, pour moi, il devrait reposer à Banza Congo. Mais écoutez, allez voir la mairie de Luanda et le MPLA. Moi, je vous accompagne, je vous attends. Mais l'idéal, ce serait qu'il soit enterré à Banza Congo. Ça, ce serait vraiment l'idéal. En tout cas, voilà, il y a une église qui a été bâtie. Juste une oui. Moi, j'ai lu le livre Les problèmes Congo sous Vitakanga. Ok. Et pour moi, dès les premières pages, j'ai vu qu'en fait, pour moi, c'était une volonté de dépossession matérielle que le Royaume Congo a vécu sous l'emprise portugaise. Tout le long de son histoire, peut-être au début, c'était assez succinct. Oui. Mais au fur et à mesure, on voit très bien que les Portugais ont non seulement pris les hommes, du coup, il y a une immense dépossession matérielle. Et je me dis, est-ce que aussi le facteur qui ajoute dans la défaite de cette bataille, c'est, comme tu l'as dit, c'est
le fait que c'était aussi une guerre esclavagiste. Genre, ils n'étaient pas juste pour tuer, ils étaient là aussi pour complètement détruire les personnes et les ramener en fait. Ça a joué. Après, en quoi ça peut jouer militairement? Ça a joué dans les moyens qui ont été mis. Parce que André Vidal de Negreiros, déjà, en termes d'intérêt privé, il est riche. Les plantations au Brésil, elles sont énormes. Donc, il a des moyens financiers. Après, est-ce que ça a joué dans la défaite sur le plan militaire? Oui, dans le sens où ça a permis déjà ce qu'ils aient des alliés africains. Et sans alliés africains, ils n'auraient pas pu gagner parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux démographiquement. Parce que le fait qu'ils aient des alliés africains, donc des mercenaires, qui eux sont des bons, les Jaga et Bagala, qui sont sur le plan militaire, purement militaire. C'est les plus grands guerriers de la région, les Bangala Yaka. Le Royaume Congo, c'est la meilleure puissance politique. En fait, le Royaume Congo, sa puissance, oui, les guerriers du Congo sont des bons guerriers, mais ce qui leur permet leur hégémonie de la région, c'est l'organisation politique. C'est-à-dire que l'organisation politique, elle est bonne, elle permet de mobiliser beaucoup de monde, beaucoup de gens. C'est ça, en fait, qui fait. Mais sinon, en termes de guerriers, sur le plan purement guerrier, les meilleurs guerriers, c'est Ibangala et Jaka, Yaka. Parce qu'eux, ils ont battu tout le monde. Et ils ont battu tout le monde. Sauf que ils n'ont pas la puissance politique. Ils n'ont pas la puissance politique parce que le mode de vie Bangala Jaka, c'est un mode archi-militarisé. Où les gens vivent pour la guerre, pour et par la guerre, et même de manière rituelle. Et par contre, les Portugais sont vraiment bâtis sur eux, ne serait-ce que pour conquérir Dongo. Donc, et ils ont pu se bâtir sur eux parce qu'ils faisaient la guerre aussi pour des raisons économiques esclavagistes. Oui. Si on le voit comme ça, oui, mais c'est pas tant la volonté de parce que tu peux avoir la volonté de t'emparer de quelqu'un, mais si tu es faible, tu es faible. Le fait d'avoir la volonté ne suffit pas pour faire la puissance. Ouais. Et ils en avaient les moyens. Alors, je vous dis juste quels sont les... Oui, je peux vous dire même les morts, enfin une partie de la liste des morts, donc du côté des nobles. Hein. Donc on a Vitakanga, on a le Mone Mbamba, le Mone Mbata, le Mone Sunji, le Mone Pemba, le Fumuso, le Fumu Kiyoya, Fumu Sembo, Fumu Songololo, donc Songololo, le Matama Congo, donc le militaire là, le Mone Lombu, pareil, le militaire, le Mone Mbouila, qui s'était enfui, donc il est mort, le Mfumu Mbouila, Fumu Sembo, le Mfumu Wandu, qui était mort, voilà. Là, c'est le nom de une partie des personnes qui sont décédées. Les conséquences Est-ce que tu peux quand même nous parler du testament de Vitakanga? Ah, le testament de Vitakanga. Bon, le testament selon Bunja Congo, ça, on n'en est pas sûr. Vous précisez quand même. Hein? Ouais. Clairement, donc je dirais la fameuse phrase Congo Tati Kabasu Bashingako. Donc en gros, le Congo est une pierre qu'on ne peut pas briser, qui serait du coup une phrase testamentaire de Vitakanga. Bon, parce que le truc, c'est que la manière dont il est mort, parce que le testament, c'est un long poème. Bon, est-ce qu'il aurait vraiment dit tout ça? Je ne sais pas. Parce qu'il a quand même été bombardé, décapité. Bon, il faut trouver le temps. Bref. Mais là, non, attendez, parce que je l'ai mis quand même, parce que c'est important, mais je ne sais plus où je le retrouve. Mais... voilà. C'est un peu long quand même. Hein. Nemwa na Congo wavudiovo, Congo tadi kabashu bazinga, idina, fouete tanam vita. Donc en gros, Mwana Congo qui leur a dit que le Congo c'est une pierre qu'on ne peut pas briser, donc il faut continuer à se battre. Je ne vais pas tout vous lire, mais bon, en gros c'est ça. Donc c'est un hommage à Mwana Congo. Donc Ma Congo, donc c'est l'esprit divin Congo qui gouverne on va dire, la destinée des Congos. Donc c'est un peu la divinité centrale, on va dire. Donc l'aspect du divin central. Et normalement, c'est au nom de Ma Congo, de Mwana Congo, qu'on est une Totila. Donc justement, quand Alfonso se met plutôt sur Jésus-Christ plutôt que Mwana Congo, c'est ça qui crée la division, dans le sens où il brise le pacte. Donc voilà. Alors pour les conséquences, du coup, directes, hein,
comme il y a beaucoup de morts parmi les chefs, etc., donc voilà. Ah oui, il y avait sa femme aussi. Non, sa femme n'est pas morte. Sa femme n'est pas morte. Sa femme n'est pas morte. Donc, Ndona Hilaria, donc, elle va conserver même le titre de Chinukento, donc de reine, et qui va devenir justement une femme importante dans les tribulations de la guerre des guerres civiles qui va s'en suivre. Alors, rappelez-vous, c'est un Laza. Okay, c'est un Laza. Donc, les Laza, c'est une dynastie qui est récente. Donc, maintenant, il y a un favori. Donc, il y a le favori du Mwene Nsundi, du nouveau Mwene Nsundi, et de Nsakunevunda, il s'appelle Ndo Alvaro Mwene Matari. Donc, c'est le premier qui veut devenir Union Totila. Donc, lui, il dit qu'il faut venger la mort de Vitakanga. Et il faut tuer tous les Européens, du coup, pour venger la mort de Vitakanga. Ensuite, le second, c'est Alfonso Mwene Nkondo. C'est le mari de la sœur de la tante de Vitakanga. Donc, le mari de la tante qui veut devenir un roi. Le troisième, c'est Mpanzo Amabondo, c'est un Mfumu qui est apparenté à Vitakanga. Donc, au début, Alvaro Mwene Matari, celui qui voulait qu'on tue tous les Blancs, donc celui qui a le pouvoir. Mais lui, il va être tué aussi en décembre 1665. Donc, vous voyez, c'est même pas... Empoisonné ou... demain. Non, tué. Là, c'est la guerre. Là, c'est fini. Il a été tué justement par... comment ça s'appelle? Mpanzo Amabondo. Donc, Mpanzo Amabondo, donc le cousin de Vitakanga. Il vient à Banza-Congo, il le tue. Le mari de la tante de Vitakanga, lui, il fuit et il va chez sa femme. Parce que sa femme a son territoire aussi. Donc, à Kondo, donc Congo central. Kondo. Et, comment ça s'appelle? Celui qui a pris le pouvoir, donc Alvaro VII, Mpanzo Amabondo, lui, il ne veut pas faire la guerre avec les Portugais, donc il envoie quelqu'un négocier avec les Portugais pour faire un traité de paix avec la colonie portugaise. Les fameux Dembo de Mbula et de Wando qui ont trahi, eh ben, ils acceptent du coup qu'on fasse de la prospection minière sur leur terre. Okay, qui était la cause initiale de la guerre. Mais, ce qui se passe, c'est qu'en mai 1666, donc on est peut-être 6 mois après la bataille de Mbula, le Mwene Soyo, qui n'avait pas participé directement à la guerre, parce qu'il n'avait pas eu le temps, mais il voulait, hein, il voulait. Ça, c'est pas, il n'a pas fait le traître, il voulait vraiment. Il a pas eu le temps d'arriver. Oui, il a pas eu le temps d'arriver. Donc lui, donc Paulo da Silva, encore un da Silva, qui lui, il soutient les Mpanzu de base. Donc il était contre comme Vitakanga, mais c'était un bon roi. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus de... Vu qu'il n'est plus là, il n'a plus aucune raison de faire des compromis. Donc lui, il chasse du coup le Ntotila en place, qui était un Laza, puisque c'était un cousin de Vitakanga, et il met un Mpanzu. Donc Veba Mpanzu. Il lui donne des armes, il lui donne tout. Donc il prend le pouvoir, mais les Nlaza ne sont pas contents aussi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Laza, Nevamba Lukeni, qui lui, il se proclame Ntotila sur le mont Kimbangu. Donc, non loin de Banza Congo, mais ce n'est pas un Banza Congo. Et le mari là, de la tante qui avait fui, lui aussi, il se proclame roi. Donc là, à partir du moment où on a plusieurs Ntotila. Donc là, des Nlaza et des Mpanzu. Est-ce que c'est les prémices d'une guerre civile? Oui, c'est là que commence vraiment la guerre civile. Ça, on l'a fait commencer avant, mais voilà, là. Et mauvais calcul de Luanda, les vraies mines de cuivre, là, se situaient à Mindouli. C'est là qu'il y avait beaucoup de cuivre, au Sundi. À Luanda, à Mbouila, disons que les moyens de l'époque n'étaient pas suffisants pour exploiter. Parce qu'il y a des mines, mais il fallait les moyens industriels du 19e siècle pour vraiment les exploiter. Et les Portugais, de base, ils voulaient même dominer Banza Congo, mais ils n'avaient pas la capacité militaire, en fait, tout simplement, en vérité. Et lorsqu'ils vont avoir un affrontement avec le Mwene Soyo, du coup, le 18 octobre 1670, le Mwene Soyo, il bat, en fait, l'armée angolaise coloniale. Hein. Ouais. Donc, la bataille de Kitombo. Saint-Paul de Luanda. Voilà. Et là, cette bataille-là est importante, parce que, si vous voulez, c'est un peu la frontière, ça marque la frontière linguistique portugaise, en fait. Parce que les Portugais, ensuite, ne vont jamais dépasser cette ligne-là pendant 150 ans. Et c'est resté. Oui. C'est parce qu'ils ont perdu à cette bataille-là que les Portugais ne sont pas allés plus loin. Donc et ça marque, en vrai,
la limite même de l'Angola actuel comme pays lusophone. Parce que les Portugais n'ont jamais pu dépasser cette ligne-là. En fait. Parce qu'ils ont toujours été battus par Soyo, les actuels Bassolongo. Voilà. Donc, mais malgré tout, même si les Portugais ne sont pas capables de contrôler le Royaume Congo, la division politique, les guerres, ça facilite la traite esclavagiste. Et c'est ce qui va, comment dire, diminuer l'autorité morale d'une Totila, parce que une Totila, c'est celui qui était censé protéger le peuple. Auparavant, il y avait même les Hollandais le disent, une loi qui dit qu'on ne peut pas déporter en esclavage un membre du Royaume Congo. Mais dans la guerre civile, là, c'est fini, il n'y a plus de règles. Oui. Donc, après Mouila, on peut constater une intensification. Ah oui, oui. Il y a les les chiffres, j'ai mis un tableau dans le lit, et les chiffres montrent. À partir de 65. Voilà, ça augmente. Et De 700, 1665. Et c'est aussi là qu'on a aussi les premiers aussi Bigoudi, Ngunza, à ce moment-là, pour répondre à la crise. Les premiers mouvements messianiques Congo. Voilà, prophétique, avec Mama Mafuta, enfin la plus célèbre, parce qu'il y en a eu avant aussi, mais disons que Mama Mafuta, et puis Kimpavita qui est né en 1684, et dont l'action va permettre de réunifier le royaume, parce qu'elle luttait aussi contre tout ça, parce qu'elle luttait, elle et ses adeptes, contre aussi l'esclavage, et il y a eu beaucoup de mouvements de révolte contre aussi celles et ceux qui ont profité de l'esclavage, donc les Mfumu qui faisaient l'esclavage. Il y a aussi une révolte contre ça, par des adeptes de Kimpavita, y compris après sa mort. Donc moi, j'ai fait un article dessus. En 1708, il y a une révolte à Soyo contre les catholiques qui étaient présents et contre les maîtres, les Mfumu, qui collaborent avec les catholiques. Et quand on voit ça, on peut dire que c'est les prémices de ce qu'on appelle les révolutions du monde atlantique. Donc, les grandes révolutions du monde atlantique, c'est la révolution américaine, française et haïtienne, qui commence qui se déroule à la fin du XVIIIe siècle, mais qui commence au début du XVIIIe siècle, notamment avec les Kimpavita, parce que ce sont des révolutions qui sont la réaction aux transformations sociales et économiques à cause de la traite, en fait, où les sociétés réagissent qu'il faut inventer des modèles nouveaux, puisque les modèles anciens ont échoué, en fait. Donc voilà. C'est la raison pour laquelle ça me titille de penser que toute cette histoire ne se passe pas au Congo. Mais c'est... Ça vous titille, mais c'est de votre tête, parce qu'effectivement... Ces prémices de révolution commencent justement dans ces guerres... Mais ça se passe au Congo. Ça se passe au Congo. Ah oui. Ah oui, mais ça se passe au Congo. Là, on peut pas, on peut pas dire autre chose. Donc voilà, il y a juste, il y a une question. Est-ce que on demande, est-ce que le commerce aurait aidé à résister contre les attaques portugaises et hollandaises? Et si oui, comment se faisait ce commerce à l'époque? Qu'est-ce qu'on appelle commerce? Le commerce, si on parle d'avant la traite esclavagiste transatlantique, oui, le commerce façon aide, parce que le commerce, au-delà des échanges de biens, vous avez des échanges des idées. Donc vous avez comment dire, les échanges des techniques, etc. Donc ça profite toujours quand il y a du commerce. Maintenant, une fois qu'on rentre dans le commerce transatlantique, là, le problème, c'est que quels sont les biens que vous avez qui sont capables d'intéresser les autres sociétés? Si vous avez une société qui n'a pas d'industrie, qu'on a un artisanat de qualité, mais qui ne peut pas produire en grande quantité. Et c'est ça le cas de Congo. De côté Congo, on avait un artisanat de qualité, mais qui ne peut pas produire en grande quantité. Après, on a quand même exporté des choses. Il y a des choses qu'on ne connaît pas trop, mais on exportait beaucoup de textiles, de raffia. Ça, c'est vrai. Mais la production, parce que à partir du moment où tu n'as pas un mode de production qui est même mais là personne n'a industrialisé au XVIe siècle, mais même proto-capitaliste, juste proto-capitaliste. À partir du moment où tu n'as pas un mode de production proto-capitaliste, mais tu es confronté à des sociétés qui sont elles un mode de production proto-capitaliste, qui soit physiocratique, donc basé sur la terre comme les Portugais, ou qui soit basé sur le contrôle des flux comme les Hollandais et les Britanniques. Mais forcément déjà tu rentres dans
dans un échange économique qui est asymétrique. Mais ces industries existent déjà aux États-Unis dans les années. Non, Non, pas à cette Pas- époque. pas à cette époque-là, époque-là. Justement. Pas encore. Pas encore. C'est vrai que c'est après encore. Non, pas encore. Non, pas encore. Ça, c'est plus au 18e. Un siècle Voilà. plus tard, hein. C'est plus au 18e. Ça commence à naître. Et puis, oui, mais ça naît comment? Mais ça naît sur la base sur l'esclavage. C'est pas. Ça n'est pas comme ça. C'est la Quand on parle formation d'industrie, en fait, non, les mots ont un sens. C'est pas parce qu'on produit quelque chose qu'on est dans un processus industriel. Il y a le processus artisanal, il y a le processus proto-industriel et il y a le processus industriel. Parce qu'en termes de mode de production, c'est quelle énergie vous utilisez. Voilà. L'énergie que nous, on utilisait pour la production artisanale, c'est l'énergie purement mécanique humaine. C'est-à-dire que tout se fait à la force des bras humains. Et sans trop d'effets multiplicateurs, c'est-à-dire sans poulies, sans tout ça. Donc tout ça fait que vous pouvez faire du travail de qualité, mais pour le faire en grande quantité, il faut automatiquement augmenter Le volume les d'argent. impôts. Ouais. Et puis, il faut manger aussi. C'est-à-dire que, non mais en fait, voilà, après là, on rentre dans la manière de comment se sont bâtis les États africains et comment s'est battu Congo Dantotila, parce que Congo Dantotila, l'une de ses de son génie, c'est que c'est un mode de production qui n'est pas un mode de production esclavagiste. Par exemple, si je parle sur l'État, si je fais une comparaison avec l'État Ukalunga qui est ce qu'on appelle le Monomotapa, Monemotapa. Là, on est dans un mode de production qui est basé déjà sur un mode de production qui est pastoral. C'est un mode de production pastoral, c'est-à-dire que la cour royale du Monemotapa, la cour royale du Monemotapa se distingue par du bétail en grande quantité. C'est-à-dire que ensuite, avec ce bétail, ils échangent les produits issus de ce bétail-là avec les populations agricoles sédentaires qui leur permettent de manger, etc. Et le surplus qu'ils ont avec le bétail et ensuite le contrôle des mines leur permet ensuite de bâtir les Zimbabwe, donc les maisons de pierre en Shona. Mais ça nécessite du coup une population agricole qui a un statut, entre guillemets, civique inférieur en grande quantité, en grand nombre pour produire autant. Mais Congo Dantotila, même s'il y avait des statuts de servitude, les Monarata, etc., mais le Ntotila ou le Mouné n'a pas un niveau de vie matériel éminemment supérieur en fait aux autres membres de la communauté. Il a une, comment dire, une dignité supérieure en termes de morale. Mais là, en fait, c'est-à-dire que son capital symbolique politique n'est pas, ne se transforme pas en capital matériel. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est le chef il n'est pas le chef parce que C'est pas lui il qui a plus. concentre toutes Bon, non. les ressources. Parce que les biens qu'il a et qu'il administre ne lui appartiennent pas. Donc, il ne peut pas capitaliser sur les biens. Et surtout, dans une société qui est les productions agricoles, la terre ne lui appartient pas, la terre appartient au lignage, au clan. Ouais. Donc, il ne peut pas s'enrichir. Il ne peut pas s'enrichir. Il ne peut s'enrichir dans la mesure que tout le monde s'enrichit ou tous les lignages s'enrichissent. Et ça, c'est la force morale de Congo Dantotila, mais dans le même temps, par rapport à des sociétés du coup qui sont proto-capitalistes déjà, pour ce qui est du Royaume Portugal, etc., ben, vous ne produisez pas les mêmes biens. Parce qu'en termes de société, vous ne proposez pas les mêmes choses, même matériellement. C'est-à-dire que le Moukongo du Congo, de base, ne manque de rien. Et ça ne lui va même pas à l'esprit d'avoir un plus. C'est pour ça que le plus qu'il peut avoir, il ne le conçoit que quand c'est un plus aussi spirituel, d'où le christianisme. Et d'où le fait qu'il allie le christianisme aux biens matériels manufacturés, en fait. C'est tout ça qu'il faut comprendre pour... parce que sinon, même quelqu'un comme Vita Kanga, de base, en fait, Vita Kanga, par exemple, pourquoi n'est pas esclavagiste? Parce que, concrètement, lui, les biens matériels, bon, des Portugais, ceux qu'il a, il a déjà, il ne cherche pas à avoir plus. C'est pour ça qu'il dit, mais il le dit, d'ailleurs, clairement. Mais vous, là, pourquoi vous allez chez nous quand vous êtes pauvre, vous n'avez rien, en fait. Vous pensez avoir tout, mais pourquoi vous venez ici? Et ça, il le dit, Vita Kanga. C'est pas... Il le dit. Donc, voilà. Mais en termes d'économie, bon, le commerce aurait aidé. Oui, non, parce qu'après, sinon, tu rentres dans une logique où, par exemple, tu vas commencer, et c'est ce qu'on fait des royaumes esclavagistes, tu commences à déporter des esclaves pour avoir
des armes à feu. Mais les armes à feu, si ce n'est pas toi qui les produis, à un moment donné, tu es bloqué. Tu es bloqué. Ça, c'est des solutions à court terme qui ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, toutes les puissances africaines, comment dirais-je, ces problématiques-là, elles ont affronté au 19e siècle, où ils ont appliqué des solutions qui pensaient que ça marchait. Mais quand en face, vous avez la révolution industrielle, ça ne marche plus. Vous pouvez accumuler. Parce que les armes à feu ont bouclé. Il y a des royaumes comme l'Empire Lunda Chokwe, qui va devenir la principale puissance après économique, basée sur l'esclavage notamment. Des armes à feu, ils en avaient plein. Mais les armes à feu du 17e, 18e siècle, c'est obsolète après face aux armes à feu du 19e siècle. C'est obsolète. Moi, non, pas basé à puissance militaire. Dahomey et Lunda Chokwe. Lunda Chokwe. Ça commence au 17e siècle. Ça commence là où je parle. Mais l'apogée, c'est du 8e siècle. Et le déclin, c'est 19e. Justement, pour nourrir en fait, les armes à feu. Tout ce que j'entends aujourd'hui, c'est exactement ce que les reprends discutent avec des fois, je me prends la tête avec des occidentaux, on va dire, des gens qui ont tout ça, ils me sortent ça pour m'expliquer que oui, les noirs, les machins. Mais pour moi, ça, ce sont leurs écrits, quoi. Non, c'est pas que les écrits. Parce que moi, ce que je dis, c'est aussi basé sur les objets. Les armes à feu, on les retrouve. Oui, mais et on les retrouve en nombre. Tout ce que j'ai entendu là, c'est exactement les propos de gens qui expliquent pourquoi ça ne sert à rien d'aider les Noirs. Mais moi, c'est parce que. Mais moi, je ne cherche pas à. Là, je n'ai pas un agenda comme ça. Moi, je dis l'histoire telle qu'elle s'est passée, en tout cas, d'après les traces que je peux dire. Moi, les traces que j'étudie, je suis un historien. L'historien, il travaille à partir des traces du passé. Les traces du passé, c'est les sources. Les sources, c'est qu'elles soient idéales ou matérielles. C'est-à-dire, c'est les archives, c'est ce que je raconte. D'abord, je finis. C'est-à-dire les archives écrites. Peu importe qu'elles soient endogènes ou exogènes, une archive dit toujours quelque chose. Et justement, l'historien, après, il apprend l'étude critique des sources. L'étude critique des sources, c'est-à-dire qu'un discours, que ce soit mon père, mes parents qui le disent, ou que ce soit un étranger, je dois avoir la même attitude critique. Parce que tout discours, qu'il soit endogène ou exogène dans la société, il dit quelque chose, il a un biais. Ensuite, c'est l'étude critique. L'étude critique d'une source, même quand elle est unique. Ça, c'est ce qu'on apprend. Ensuite, l'étude critique des sources, la confrontation entre elles. Et enfin, les différents types de sources. C'est-à-dire qu'il y a des archives, il n'y a pas que les archives. Il y a les récits de voyage, il n'y a pas que les récits de voyage. Les biographies, il y a les épopées, et il y a les sources archéologiques, il y a les langues, il y a tout ça. C'est ça l'histoire. Donc, on ne peut pas venir balancer comme ça en disant oui, non, ça c'est faux. Ça, c'est archi faux. Il faut voir la réalité de l'histoire. Et pour la réalité des armes à feu, en Afrique subsaharienne, ou même en Afrique tout court, il est clair qu'il y a un schéma, parce qu'il y a un schéma qui est très simple, parce que c'est du commerce. Qu'est-ce qui intéresse les Européens pour qu'ils puissent vendre ces armes à feu-là? C'est ça, en fait, c'est ça que vous intéressez. Parce que même à l'âge d'or de l'Afrique, on pense l'âge d'or de l'Afrique en tout cas, c'est-à-dire ce qui correspond au Moyen-Âge européen, par exemple, les cités-États swahili, qu'est-ce qu'elles exportaient massivement? Des matières premières, de l'or, de l'ivoire, brut. Et on leur réexpédiait souvent ensuite des pièces travaillées de leur matière. Pourquoi? Ce n'est pas une question juste de savoir, etc. C'est une question même c'est anthropologique, dans le sens où ça correspond même à notre compréhension, notre appréhension du monde. Donc, oui, mais moi, en fait, mais si, mais non. Ouais, mais vous pouvez pas nier en fait. Non, il n'y a pas. Mais c'est pas un problème. Non, mais oui, mais c'est l'histoire, on l'a fait avec les sources que l'on a. Et c'est pas que des sources. Non, mais c'est faux de dire que c'est que des sources étrangères. Et même si c'est que des sources étrangères, c'est pas un problème dès lors qu'on sait en tirer le vrai du faux. Et ça, on le fait pour tout. La problématique, c'est que ce sont toujours les mêmes histoires. En fait, non, mais. Que ce soit en Haïti, que ce soit machin, mais toujours les mêmes histoires. Mais le frère qui est machin, le frère, la soeur machin, les trucs qui sont battus. Mais si c'est la réalité, en fait, à un moment. Mais attendez, mais peut-être que vous refusez. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Non, mais c'est l'humanité, c'est pas propre à l'Afrique. C'est pas propre à l'Afrique, c'est propre à l'humain. Le roi Charles, si on prend la descendance, tout ça, c'est parce que de base, il y a eu le frère qui a tué, machin. Oui, mais c'est propre à l'humain. Parce que vous en faites un complot contre l'Afrique. Non. C'est l'humain, c'est l'homme.
toutes les guerres européennes, peu c'est des importe. cousins. Peu importe, c'est ça. Les guerres européennes, les rois, c'est des cousins. Ils descendent tous de la même famille. Guerre de succession. Bah oui, c'est les guerres de succession. Non, parce qu'il y a des sources aussi qui sont propres à nous, comme on dit. Par exemple, dans les lignées, dans ce que on nous raconte, mais vous l'avez très bien expliqué, il y a des choses qui restent ancrées. C'est-à-dire que comment on va éduquer les enfants, dans nos grands-mères ou nos grands-parents et tout comme ça, ils nous inculquent des histoires que eux ont vécu, que leurs ancêtres ont vécu et tout ça, et de génération en génération. Donc il y a des choses qu'on retire et on confronte. C'est là où on dit c'est le travail de l'historien. Excusez-moi, Non, pas de finis. souci. Le travail de l'historien, il est là justement pour faire la critique entre ce que ma grand-mère va me dire, je ne sais pas de ce qui s'est passé sous l'époque de Mobutu, comment elle a vécu et la réalité. C'est là où il y a le travail de l'historien, de chercheurs qui vont dire voilà, la situation elle était telle que. Maintenant, comment vous l'avez vécu, comment chacun l'a vécu, ça c'est propre à l'homme, à l'humain en fait finalement. Mais ta grand-mère, c'est pas en 1600. Non, ma grand-mère, c'est pas en 1600, mais il y a des choses qu'on a et de génération en génération. Ah si, c'est véridique. Ce en travail plus. de contextualisation et de Complètement. lecture analytique, elle est primordiale. Elle est Tu peux pas passer primordiale. vite. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, je t'assure, hein, la plupart des histoires, même d'Europe, elles sont bidonnées et c'est les mêmes histoires qu'on retrouve chez nous. Ce qu'on essaie de t'expliquer, c'est que peu importe la source, la provenance, il y a ce biais qu'il faut que tu puisses avoir l'esprit critique de pouvoir déceler. Voilà. Oui. Ouais. Bah, il y a des questions. C'est aussi simple Ouais. que ça. Ouais, du coup, on va s'arrêter par rapport à ce point. Je pense qu'il a brossé en général le sujet. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Comme ça, on prend vos questions. On va faire une sorte de session questions-réponses. Et après, on fera une conclusion globale du sujet actuel qu'on traite. Je Donc, réponds là, ou- il voulait poser une question. Vas-y. Moi, c'était une question par rapport au. Vraiment, c'est. Oui. Oh. Passe, Mais vas-y, c'est comme. il a déjà posé une question qui continue. C'est par rapport en fait, à l'héritage du royaume Congo chez les personnes qui ont été déportées, Ouais. donc aux Antilles ou en Amérique en général. Et en fait, dans quelle mesure ils ont gardé cet héritage, même s'il y a eu des possessions. Et si dans cette mesure-là, enfin, si cette mesure-là est difficilement, on va dire, mesurable, est-ce que quel rôle peut jouer le Royaume Congo, en tout cas les descendants du Congo actuel, ou que les États africains, Congo, Angola et RDC, peuvent jouer dans la préparation de justice historique par rapport à cette traite-là qui a été réalisée et qui du coup a dépossédé ces nombreuses personnes de leur identité, de leur, de leur être. Alors, pour ce qui est de... Je reprends pour la deuxième question. Quel rôle peut jouer ces pays-là? Déjà, il faut qu'il y ait une prise de conscience parce que cette mémoire-là a été beaucoup tue, en fait, dans les trois pays. Un peu moins en Angola, et encore. Moins en Angola, parce qu'en Angola, la traite a duré... ça a duré plus longtemps avec le Brésil. Donc, c'était encore plus présent. Mais dans les deux Congos, par exemple, c'est comme si les gens n'étaient pas concernés par ça. En fait, il y avait vraiment un sujet tabou et silencieux. Même pas tabou, mais silencieux. Donc, dans le sens où c'était même pas un sujet pour les gens parce que c'est ce qu'on avait supprimé. Alors que quand on creuse un peu, surtout même pour le 19e qui est la toute fin, il y a beaucoup d'histoires claniques liées à ça. Les routes de traite, on les connaît, il y a des lieux pour ça chaque fois. Et même au sein des familles, le rapport à l'esclavage, quand on creuse parfois, au fond, on peut découvrir que différentes familles sont liées à ça. Donc, on est dans une prise de conscience, mais elle est récente et elle est encore en cours. Donc, c'est une histoire qui est à écrire. Pour pouvoir ensuite jouer un rôle au-delà dans le justice réparation, mais surtout dans l'émancipation politique, pour moi, des pays afro-descendants caribéens. Je pense au Caraïbes et au Brésil, il y a vraiment un rôle dans l'émancipation, je pense, au-delà de la justice réparation. Et ensuite, pour la première partie de la question, c'est très évident, les très vivants. Il y a à Haïti, les évident. C'est quelque chose qui avait été, je dirais, minoré. Donc, on avait surtout mis en avant le Bénin, Yoruba, etc. Alors qu'il y a eu un gros apport Congo, justement, après la bataille de Mbula.
avec aussi des figures comme Makandal, le fait que la première constitution d'Haïti aurait été écrite en Kikongo. Donc, il y a eu, non, c'est vraiment un apport qui est très présent, avec le fait aussi que même dans la vision politique de ceux qui voulaient un royaume à Haïti, ceux qui voulaient une république, qui ont repris le modèle du Makuku Matatu Malombe Congo, donc un modèle basé sur trois visions, trois pierres, et que ça vient du Congo. Donc Haïti, il y a énormément de choses. Haïti, en Jamaïque aussi. Au Brésil, la notion même de Quilombo, parce que souvent on pense que Quilombo, c'est de Bundu, mais pas que. De base, ça vient même du Congo, parce que Quilombo désigne l'armée. Et que justement, ce modèle-là, que le Quilombo, ça forme une résistance contre l'esclavage, mais c'est né au Congo, justement, parce qu'il y a eu l'alliance entre Djinga et Kangalukeni, où en fait, ils accueillaient ceux qui fuyaient l'esclavage et qui les intégraient dans l'armée, ou certains même dans les Quilombo, soit de Djinga, ou sinon dans l'armée de Kangalukeni. Et c'est pour ça que le mot Quilombo, qui de base désignait juste l'armée, après aussi une teinte de résistance contre l'esclavage, ça a commencé même sur le continent, en fait. Donc, l'héritage Congo, il est vraiment très prenant. Et aux États-Unis aussi, avec la place Congo Square, etc. Donc, c'est quelque chose de sous-estimé. Sous-estimé parce que dans le projet colonial global européen, on avait tout intérêt à sous-estimer Congo, puisque Conférence internationale sur le bassin du Congo, qui avait brisé le royaume Congo en trois. Donc, une partie par les Français, une partie par les Belges, une partie par les Portugais. Bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais ça fait partie des... Congo fait partie des civilisations africaines qui ont connu le plus tôt le colonialisme et aussi l'esclavagisme. Donc, y a... cette histoire-là peut servir en fait de socle d'émancipation, parce que la meilleure réponse à la déshumanisation, la réhumanisation, c'est par la culture et par l'histoire. Voilà, c'est pour ça que même moi, en tant que Congo, quand je me décolonise, si je dis juste en tant que Congolais, ça ne veut rien dire. Tandis que mon Congo, c'est une histoire, une idée, une vision de l'humain. Donc, c'est un processus total de réhumanisation. Et du coup, c'est une réponse aussi totale à la tentative de déshumanisation et de réification dont on a fait l'objet, en fait. Voilà. De Congo, si on a voulu nous réduire juste à notre couleur de peau, alors que quand je me redis Congo, voilà, c'est profond. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Oui, excuse-moi. En fait, la problématique qui est, c'est que dans le discours, peut-être que moi, je suis peut-être un opposé ou un opposant à ce discours, et donc je me porte ma vision des choses en me disant, et si c'est autrement. Mais peut-être aussi que dans vos recherches, il y a ce petite chose qui est identique à moi, c'est-à-dire, voici ce que j'ai cherché, voici ce que j'ai trouvé, et voici ce que c'est. Et on a toutes les preuves aujourd'hui que le Kikongo n'est pas parlé au Congo. Donc c'est parlé en Chine, c'est parlé aux Amériques, c'est parlé partout. Alors, nous savons aussi que des peuples entiers ont été déplacés en Afrique. Et donc tout ce mélange a été fait pour que je pense qu'on doit pousser nos recherches, parce que si on s'arrête à ce résumé, c'est une défaite pour nous, dans le sens où l'ennemi de celui qui veut nous perturber, il va nous donner toutes les armes pour nous perturber. Et j'ai bien entendu cette histoire, moi je ne l'avale pas, mais ça c'est mon problème, parce que j'ai quelques notions qui me gênent en fait dans ce récit, et je me dis, est-ce qu'on peut dire, voici où nous en sommes, voici les découvertes que nous avons faites, et nous allons voir si effectivement il n'y a pas un plus serment, et je pense que ce serait plus positif de penser comme ça, parce que pour l'instant, chacun dit on a nos vérités, mais c'est trop. Déjà, on ne peut pas demander réparation, c'est que le frère a trahi le frère, l'autre peut être machin, tout le monde a participé au truc qui va réparer. Donc vraiment, le vrai truc, c'est qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on raconte, et est-ce qu'il n'y a pas une pertinence de dire bon, je continue mes recherches et je reviens vers vous si jamais je suis parti en erreur. Et comme ça, je pense que ce serait plus. Parce que moi, j'ai cette version-là, par rapport à mes connaissances, je n'arrive pas à la digérer, je la conçois pas. Mais quelle version? Je ne comprends pas. De ce récit.
je comprends pas. Quelle est la partie là de ce qu'il dit qui est causée comme faux? C'est pas que c'est faux, mais en fait, c'est un récit qui est en fait, c'est comme la vie de Jésus. La vie de Jésus, si vous voyez la vie de Socrate et la vie de Jésus, c'est la même histoire. Donc c'est copier-coller. En fait, à chaque fois, il y a des récits identiques sur des guerres. Le récit qu'on nous a donné aujourd'hui sur le Congo, on va retrouver le même récit. Ben, ça s'appelle l'histoire de l'humanité. Il y a des choses qui sont similaires et des choses qui sont particulières. Moi, personnellement, je pense pas. Mais de nous décrire uniquement comme des battants-guerres ou des gens qui trahissent nos frères et sœurs, sachant mais c'est pas ça qui a été dit. Non, c'est pas ça qui... Ah Si on ben, retient que ça, finalement, oui, effectivement, on peut dire qu'on est foncièrement mauvais. Mais c'est pas du tout ça qui a été dit. C'est une partie de l'histoire, c'est une partie de... Mais dans une guerre, il y a forcément des battants-guerres, il y a forcément des traîtres. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité globale humaine. Mais là, le sujet d'aujourd'hui, c'était une bataille, une guerre. Pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il y ait des gens et des battants-guerres et il faut qu'il y ait des traîtres. Mais ça, c'est commun à l'humanité. C'est pas commun, c'est pas ce qui caractérise l'histoire de l'Afrique. Mais quand tu étudies une bataille, parce que si tu dis par exemple la conquête coloniale, j'étudie une bataille coloniale, bah souvent, dans une bataille coloniale, pour qu'il y ait eu bataille même, il faut souvent qu'il y ait eu une traîtrise. Est-ce que ça veut dire que quand je raconte ça, je dis que les Africains sont des traîtres? Non, c'est parce que quand on parle de la conquête, quand on parle d'asservissement, ben, il faut quand même identifier les causes, les acteurs, les dynamiques, tout simplement. Et si on n'est pas capable de voir ça en face, moi j'appelle ça de la désertion. Quand on refuse de regarder la réalité, moi j'appelle ça des déserteurs. Moi, je n'ai pas besoin de me raconter une histoire fantastique pour me trouver une raison de lutter. Donc, je ne veux pas commencer à dire « Ah, mais non, l'histoire est trop sombre, donc c'est faux. » Non, moi, c'est de la désertion pour moi. C'est pas ça. Quand on connaît ce que c'est que l'animisme et comment un animiste, un vrai animiste ne peut pas trahir un autre. En fait, c'est des énergies. C'est-à-dire que... Ça, c'est de la théorie. Je pense on va ça. Ça, c'est de la théorie. Parce que dans ce cas-là, un vrai chrétien aussi ne peut pas être un vrai chrétien, un musulman ne peut pas être un musulman. Ça, c'est de la théorie. Moi, je fais de l'histoire, je ne fais pas de la métaphysique. Donc, je regarde les faits. Alors, peut-être que ça déplaît, mais moi, je regarde les faits. Je ne suis pas un déserteur. La guerre est repensée par ceux qui la perdent. Quand il y a une défaite, je regarde la défaite, je m'interroge pourquoi on a perdu, qui a fait quoi, pour gagner demain. Mais ce n'est pas parce que la réalité est trop, peut-être sombre parfois, qu'on va refuser de la voir. Cette attitude-là, moi, c'est de la désertion. Je refuse cette désertion-là. Je vous le dis amicalement, c'est de la désertion. Moi, je ne déserte pas. J'ai d'autres questions. Juste une autre question. On me demande, est-ce que tu pourrais expliquer ce que dit Balandier lorsqu'il dit dans le royaume du Congo, une foule grouillante habillée de soie et de velours, de grands États bien ordonnés, et cela dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulentes, etc. Alors, cette phrase-là n'est pas de Balandier, elle est de Léo Faubrenius, déjà. Okay. Et c'est une phrase qui est lyrique. Okay. C'est une phrase qui est lyrique. Parce qu'en fait, elle n'est pas de Balandier. La question qui m'est posée, mais en fait, la personne me demandait, est-ce que la soie et le velours dont on parle, c'est pas Balandier au final, c'est antérieur à l'arrivée des Européens ou postérieur? Oui, mais c'est pas de la soie et du velours. Il parle du raffia, mais sauf qu'on avait des techniques de raffia qui étaient équivalentes à la soie et au velours. C'est ça, en fait, que Frobenius fait l'allusion. Mais Frobenius, déjà, quand il a fait ça, il a écrit ça, comment dirais-je, c'est une monographie synthétique. Alors, il y a des techniques de raffia qu'on a perdues. Ça, c'est vrai. Des techniques de raffia qu'on avait perdues. Parce qu'il y a le raffia là qui est comme si ça fait le tapis, là, que c'était un peu tressé. Et on savait faire du raffia qui était similaire à la soie au velours. Mais ce n'était pas de la soie ou du velours. Ça, on l'avait et ça, on l'a perdu. Et ça, on l'a perdu notamment parce qu'on a préféré aussi prendre les tissus importés, les textiles importés. Ça a commencé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, pourquoi les Marocains ne font presque plus ça? Mais parce qu'on a préféré prendre les tissus, les sapeurs diront le chiffon. Et je peux répondre à cette question-là ou pas? Oui, je vais la lire. Où était situé l'empire Lunda Chokwe, voilà. C'est quoi la date du fondateur de leur empire et leur fin?
Alors, la date se perd, parce que la date, ce serait le fondateur, ce serait Tibinda Ilunga. Donc, on pense au 14e siècle. Donc, c'est postérieur à Kongo Totila. Maintenant, en fait, parce que l'Empire Lunda Chokwe, il y a eu beaucoup de, comment dirais-je, d'affidés au Mont Yave. Et c'est sur ces affidés-là qui ont prolongé, parce qu'au début, c'est juste l'Empire Lunda, parce que les Chokwe, après, c'est une frange de l'Empire. Mais cette frange-là va devenir plus puissante que la maison mère. Souvent, les Chokwe vont même conquérir la capitale de l'Empire Lunda, mais quand ils vont conquérir, c'est un peu trop tard, dans le sens où ils vont faire ça dans les années 1880. Donc, en gros, pendant la colonisation, donc ouais. C'est un peu trop tard. Mais leur expansion, justement, il y a Chinguri Kinguri. On a aussi Kassangé. Kassangé, donc, que vous pouvez voir dans la série Netflix, là, qui est un Yaka, d'origine Lunda, qui serait le neveu de Chinguri. Qui a donné ensuite un royaume, etc. Oui. C'est pas à l'origine du terme Kassai. Peut-être. Il vient du Kassai. À l'origine, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt Kassai qui vient de... Enfin, c'est plutôt Kassai qui a donné Kassangé, parce que Kassangé, c'est un personnage récent. Ah, okay. Et de toute façon, Lunda, il vient du Kassai, les Lunda. Ouais. Il vient du Kassai. Ils ont migré... Enfin, une partie... Au début, ils étaient là. Après, il y a eu une distinction entre les Lunda et les Luba. Où les Luba, justement, quand ils vont adopter le système patrilinéaire, en fait, il y a une sorte de révolution, en fait, ils font les Luba. Où ils se détachent et ils deviennent indépendants des Lunda. Il y a des lignages Lunda, ensuite, qui vont migrer du Kassai jusqu'aux abords du Kwango. C'est là que ça va donner les Yaka, etc. Les Yaka, ouais. Et juste à la bataille de Zumbu-Mvumu au XVIIIe siècle, il y a une confrontation entre les Yaka d'origine Congo et les Yaka d'origine Lunda. Donc les Yaka qui obéissent plutôt au Moyensuku et les Yaka qui obéissent au Kiamfu. Bataille de Zumbu-Mvumu qui va être gagnée par le Moyensuku, qui s'appelle d'ailleurs Tona Dialukeni d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est au XVIIIe siècle, dans les années 1750. La bataille de Zumbu-Mvumu entre les Yaka d'origine Lunda et les Yaka d'origine Congo. Mais voilà, pour l'Empire Lunda Chokwe, voilà un peu. Et qui va, en fait, quand on dit c'est les affidés, c'est plein de chefs, en fait, qui se rattachent à la maison mère Lunda, mais qui font un peu leurs propres entités et qui sont un peu indépendants, mais aussi un peu dedans. Donc Kassangé, qui est le neveu de Kinguri. Et c'est eux qui vont tantôt servir de mercenaires aux Portugais et tantôt aussi être indépendants. Et ils vont rester très puissants comme ça parce qu'en fait, pourquoi ça devient le principal puissance politique? Parce que c'est eux qui vont faire l'intermédiaire en fait entre la côte et l'intérieur actuel de la RDC en fait. Et c'est comme ça qu'ils vont s'imposer. Ils vont maîtriser le commerce intérieur, du coup ils auront l'accès aux armes à feu. D'ailleurs, les représentations de Tibida et Lunga, c'est avec des armes à feu, des statuettes. C'est pas des haches, c'est parce que c'était vraiment démocratisé après, parce qu'ils maîtrisaient le commerce intérieur. Encore une fois, maîtrise des routes, des espaces fluides. Ok. Est-ce qu'il y a une question? Une petite contribution. Allez. Déjà, féliciter et puis l'association pour cette présentation, parce que je ne crois pas que si tout de suite là, on sort là, et qu'on nous attaque, on va dire que ce n'est pas réel. Donc, comme tu l'as dit, tu travailles sur des faits, et il est important de ce travail. Nous rappeler que nous devons être capables de regarder ce qui n'a pas marché, de mieux nous préparer. Et ici, il y a lieu de faire un travail, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ça, sur les mercenaires, là, les Diagas. Oui. Voilà, c'est important. C'est important de... Je ne sais pas si dans ta programmation... Non, c'est important. Non, un petit peu. En fait, je l'ai fait un peu parce que pour les rites, oui. J'ai remarqué, en fait, les rites du Kwango sont toujours considérés comme les rites militaires les plus puissants de la région. Ça date de cette époque-là. Et ça s'est continué jusqu'à aujourd'hui. Les rites du Kwango, les rites Yaka, par exemple pour les Bembe, pour la région de Muyunzi, d'Olizi, c'est considéré comme les rites, au Congo-Brazzaville, c'est considéré comme les rites les plus puissants. Roberto Holden du FNLA, ses tantes
et ses sœurs l'ont emmené au Kwango pour faire des rites pour la lutte. Parce que les rites du Kwango, donc des Yaka et Baga, ont toujours été considérés comme les rites militaires les plus puissants de la région. Et Kwango, c'est à l'est du Congo central, dans la région du Bandundu. C'est le nom Voilà. du fleuve. Et là, même les pierres moulélées, etc. Pareil, les rites, toujours les rites magico-religieux, militaires les plus puissants de l'espace congophone, là, tout sens. Oui. Majoritairement. C'est pour ça qu'on dit Bangala. Non. Oui, mais ils ont été des mais ça pas, mais c'est pas d'une des puissances politiques militaires parce que c'est que la chefferie ou le lignage. Alors que les Natchoko, ils ont réussi à capitaliser parce qu'à un moment il faut le nombre. Si tu n'as pas le nombre, tu peux pas peser, même si tu es bon, mais si tu voilà. La guerre, c'est entre autres le nombre. La qualité compte, mais le nombre. Ça, c'est à âmes égales le nombre. Oui. Désolé. L'autre aspect, c'est vraiment le. Bon, je n'avais pas cette idée, cet aspect de Bouddha, c'est-à-dire le sacrifice un peu commun. Et ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Et aujourd'hui, en termes d'armée, parce que chaque fois quand tu prononces le mot Kilombo, j'essaie un peu de voir à quelle réalité, si on dit armée. Moi, je peux donner un petit. Vous voyez, toutes les tenues militaires actuelles, elles sont basées sur l'observation de la savane africaine. Le quadrillage des prix. Toutes les tenues militaires que vous voyez. Et le mot armée vient de là. Et donc, alors ce que tu dis, comment est-ce que nous pouvons, puisqu'il y a armée de terre, armée de l'air, donc pour notre communauté qui est en guerre tout le temps, ce que tu dis, c'est ton travail là, met en avant le fait que il y a la nécessité toujours de voir le sacrifice commun et que la guerre, nous devons la voir partout et nous organiser en conséquence, mais en tirant les leçons. En tirant les leçons de ne pas avoir autant de pertes que nous. Mais c'est pas vraiment la guerre, c'est la défense. Non, quand je dis, parce qu'il faut que tu saches c'est quoi la guerre aussi. Voilà, c'est quoi l'armée. Donc, voilà la petite contribution que je voulais faire. Et puis, c'est pas une armée pour attaquer, c'est une armée pour défendre. Ben non. Dans ce cas-là, si ils ont construit une armée pour attaquer, c'est-à-dire que c'était eux déjà les premiers colonisateurs. Mais dans ce sens, une armée, c'est pas pour aller tuer des lions. Donc si tu dis, je fais une armée d'attaque, c'est déjà dans ton mental. C'est-à-dire qu'on sait comment dis-moi comment tu parles, je sais comment tu penses. Et donc c'est vraiment, moi sincèrement, bon, soit je suis complètement dingue et que mes notions elles sont toutes à changer, mais il y a quelque chose, je ne sais pas déjà. Ok, merci. Ouais. Du coup, je te laisse faire la conclusion pour conclure et je dirai quelques mots à la fin. Ok, rapidement pour conclure, dire merci d'avoir été présent. J'espère que j'ai pu donner beaucoup d'éléments de réflexion. Et ce que je peux conclure, pourquoi la bataille du Mbila est importante, au-delà des aspects purement, je dirais, historiques, dans le fait que c'est un fait passé qui a eu une importance à ce moment-là. Parce que c'est une bataille qui est faussement décisive en réalité, puisque Rome Congo n'est pas tombé juste derrière, comme on le dit souvent. Ça a provoqué un déclin, mais ça ne s'est pas effondré. Les Portugais n'ont pas dominé le Royaume du Congo, etc. C'est juste que ça a brisé un dynamisme qui était en cours sous le règne de Vita Kanga. Néanmoins, c'est aussi un symbole fort parce que c'est le moment où on était tous ensemble, mine de rien. Donc une alliance non seulement Congo, mais africaine, qui a quand même marché un temps. Donc, c'est en cela que c'est un symbole fort. C'est plus qu'un trop, parce que sinon,
ce serait juste la commémoration d'un trauma. Alors, c'est un trauma pour notre peuple, mais pas que, parce que tout ce qui a rendu possible cette mobilisation-là, ce sont des choses sur lesquelles on peut bâtir des solidarités actuelles, mais pour ensuite dépasser. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un général qui est théoricien de la dissuasion nucléaire, qui dit que la guerre est repensée par ceux qui la perdent. Et ça, il a totalement raison. Clausewitz a été traumatisé par la bataille de Iéna, et c'est comme ça qu'il a écrit De la guerre. Okay. Et ça, c'est beaucoup, c'est des phénomènes comme ça. Donc on perd d'abord et puis on se repense. C'est vraiment marqueur. C'est vraiment marqueur. Et puis même en termes de civilisation, la défaite des Chinois avec les guerres de l'opium, la défaite des Vietnamiens face aux Français, tous ceux qui ont perdu et qui se sont relevés sont devenus plus forts. Donc voilà pourquoi je pense que nous aussi, nous devons faire ça, voir là où nous avons chuté pour devenir plus forts et pour ne pas tomber la prochaine fois. Et c'est en ça que la bataille de Mbila, c'est un élément important parce que dans cette défaite-là, il y a les ferments de notre victoire de demain aussi. Moi, c'est vraiment ce que je crois et c'est ce qui m'a poussé à faire l'histoire de manière globale et l'histoire militaire en particulier. Voilà. Tu peux poser une question? Oui, rapidement, ouais. Allez-y. Bon, j'aimerais savoir si dans tes études liées aux guerres, tu as étudié des guerres de l'Égypte ancienne, la bataille de Kadesh, est-ce que tu en as entendu parler? Les batailles dirigées par Toutmosis, Toutmosis III. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces batailles de l'Égypte pharaonique? Bon, j'en dis pas grand-chose. Je le sais parce que ça fait partie de l'histoire militaire globale, africaine et globale. Mais j'ai pas plus étudié que ça parce que c'est assez loin dans le temps. Et après, je l'ai juste étudié pour les origines de la guerre étatique. Mais j'ai pas plus étudié que ça parce qu'après, c'est trop loin. Surtout que l'Égypte, en ce moment-là, n'avait même pas vraiment de rival. N'avait vraiment pas de rival. C'était la principale puissance économique, politique, et même en termes de savoir. Donc, c'est... voilà. Il n'y avait pas vraiment de rival. Or, ce qui est important de voir que les espaces où, en termes de guerre, on commence à exceller, c'est quand vous avez des rivaux et qui vous poussent en fait aux innovations technologiques, tactiques et stratégiques en permanence. C'est comme ça que les pays européens ont pu dépasser les pays asiatiques. Parce qu'au début, les pays asiatiques malmenaient les pays européens militairement. La Russie a été dominée par les Mongols pendant plus de 150 ans. Donc voilà, je m'interroge sur ça, c'est important à connaître, mais en tout cas, en matière d'histoire militaire, ce n'est pas la période qui me mobilise le plus parce qu'il manque cette rivalité-là qui fait l'innovation. Si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas innover parce que sur le plan militaire, vous n'êtes pas challengé. Donc voilà. Mais est-ce que ce n'est pas un prétexte pour ne pas étudier ça? Ben non, ce n'est pas mon prétexte, c'est ma raison. Je n'ai pas besoin de prétexte, on n'est pas obligé de tout étudier. Puis moi, je suis Congo. En fait, si l'Égypte n'avait pas de rival, c'est uniquement parce que l'Égypte n'a pas existé. Parce que l'Égypte, en fait, c'était l'Afrique, l'Europe, l'Asie, tout était uni. Et donc, c'était vraiment un territoire extrêmement vaste. Bon, je ne suis pas du tout d'accord, mais bon, passons. Ah oui. Merci. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. Juste avant que vous partiez, je tiens à vous remercier d'être venu pour avoir participé à cette conférence. Et je remercie également les personnes qui ont suivi ça en ligne, parce qu'il y a des personnes qui l'ont suivi depuis Zoom. Et pour rappeler pour les personnes qui sont venues après, qui n'étaient pas là au début, c'est une conférence qui a été organisée par Kivuka Tuka Congo. Donc, c'est l'association que je représente. Je suis membre de l'association et on avait décidé d'inviter Bruce comme intervenant puisqu'il est spécialiste de l'histoire du Royaume Congo et il a fait justement l'ouvrage Le Royaume Congo sous l'Itakanga où justement il détaille tout ce dont il vous a parlé pendant les 3 heures pendant lesquelles on a échangé sur
cette bataille de Mvila et plus avant la bataille de Banakashi, voilà. Et donc, je vous invite à vous procurer son livre. Donc, vous retrouverez tout ce dont il a parlé, mais de manière bien plus développée. Et également, je vous invite aussi à suivre notre association, Kivukatuka Congo, parce que si vous voulez, on est une association qui promeut la culture Congo et également l'usage de la langue Kikongo. Donc, on a un peu des sujets d'intérêt commun avec Bruce dans ce qu'il fait par rapport à ses études sur le Royaume Congo. Donc, si vous voulez, on est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou encore YouTube. D'ailleurs, cette conférence-là, elle sera retransmise sur YouTube pour les personnes qui n'auraient pas pu la voir ou qui ont simplement été de passage et qui souhaiteront la voir en intégralité. Donc, ça sera dans les jours à venir, vous le verrez si vous checkerez la page YouTube. Donc, encore une fois, merci. Et je vous invite à suivre nos activités ultérieures. Merci beaucoup. Merci. Comment vous avez dit que ça s'appelait votre association? Kivukatuka Congo. Mais si vous voulez, j'ai... Oui. Ah, d'accord. Sur le poste, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Sur le poste, vous le verrez. Merci. Ouais. Ah ben, vous l'avez déjà lu ou pas du tout? Non, je viens de le